c'est moi. Ah, ça va? Ça va? Ouais, cool. T'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Hein. Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles quoi? À la radio, à la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc, mais oui, ce matin je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est fou, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il est Non. à fond dessus. Ah oui, Arrête. il en parlait aussi. Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parlait. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en Ah parle. non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je crois pas. Tout le monde en parle. Inévitable. Tout le monde en parle, non? Chers amis, chers ennemis, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Très bien. Alors pour en parler avec nous ce soir, avec par ordre d'apparition à l'image, Astrid Veillon, Frédéric Becbédé, Yvan Le Bolloc, Heather Noah, Jacques Toubon, Paco Rabanne, Elisabeth Tessier et Philippe Zarka. Et Laurent Ruquier. Bonjour Thierry. Alors on commence tout de suite. Donc... Ça alors, ouais. L'émission a pris un coup de jeune ce soir. Ouais. C'est dingue. Ce soir, là, alors Astrid Veillon, qui a vraiment les yeux Mentalo, hein, c'est bien ce qu'on m'avait dit. Frédéric Becbédé, le jeune écrivain dont tout le monde parle, et Yvan Le Bolloc, qui fait un film dont nous parlerons tout à l'heure. Moyenne d'âge, 30 ballets. Moyenne d'âge, 30 D'un ballets. seul coup, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, Jacques Martin ou Henri Chapier à côté de moi. Là. C'est sympa. Je savais que je finirais en vieux dont on se moque, mais je pensais pas que ça arriverait aussitôt. Bon, alors, au boulot, la première séquence de l'émission s'appelle comme l'émission, Et s'appelle Tout le mollo, monde moi en je rentre parle. de Cannes, je suis bon. encore sur le rythme de la croisette, alors mollo, me bousculez pas Thierry. D'accord, Laurent. Hein. Vous voulez que je vous parle de Cannes justement? Ah, mais parlez-moi de Cannes, parce que tout le monde en parle, oui. Alors, écoutez, c'est formidable d'abord parce que moi je suis allé à Cannes pendant une semaine, j'ai vu un film, finalement comme la plupart des gens qui vont à Cannes. C'est-à-dire que ils montent les marches, ils s'endorment pendant les films, ils vont aux fêtes après. Moi en fait j'avais trouvé un truc, c'est que je me réveillais à 5h du matin pour aller dans les boîtes parce que je me suis aperçu que c'est là que ça commence. Donc il vaut mieux dormir entre minuit et 5h et puis sortir à 5h et là vous ramassez qui vous voulez, vous voyez. Mais alors ce qui est génial, c'est que vraiment c'est les toilettes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde est habillé pour monter les marches de façon formidable. Et alors après, ce qui est terrible, c'est les films, parce que les films sont très chiants, il faut bien le dire. Donc j'en ai trouvé une phrase qui résume tout ça, c'est que le palais du festival, c'est un endroit où on se fait chier après avoir admiré les toilettes. C'est tout bête. Alors les vraies vedettes, mais ça je suis pas le premier à le dire, les Guignols en ont fait là-dessus toute la semaine, c'est Claudia Schiffer, Adriana Carambeu, Laetitia Casta. Hein. Claudia Schiffer qu'on surnomme sur la croisette 3 qui la tiennent, 2 qui la tiennent, 3 qui la coiffent, ce qui est quand même nouveau. Ouais. Et puis Claire Chazal, oui. qui a fait une montée des marches fabuleuse, elle aussi, elle a fait un défilé de couture puisque c'est le nom de son mec. Et alors, il faut quand même dire que finalement c'est un vrai festival de connes cette année. Parce que toutes... C'était Mazur qui disait que Claire Chazal est une conne. Non, moi, alors là, je dirais pas ça. Moi, j'adore Claire Chazal. Elle a une façon de lire le prompteur. On a l'impression qu'elle va en donner la marque à la fin. Tellement non, mais en tout cas, la vedette, et je vous dis, les Guignols ont fait toute la semaine là-dessus, c'est L'Oréal. L'Oréal est sur la croisette, on parle que de L'Oréal. Et moi, je comprends pas parce que vu la chaleur, c'était plutôt l'auréole pour moi, vous voyez. Et ce qui est rigolo, c'est que les top modèles, bon, pour l'instant, si vous voulez, avant le festival de Cannes, là, on les voyait défiler à plat, toujours, les gonzesses, les top modèles. Maintenant, on les voit monter des marches. Et il paraît que l'année prochaine, on va leur apprendre à les descendre, les marches. C'est vous dire que vraiment, petit à petit, on leur apprend à être comédienne. Vous voyez. Mais c'est parce que là, c'est le vrai jeu des top modèles, savoir à marcher, monter, descendre. Bon, à part ça, faut pas leur en demander plus. Hein. Qui a monté les marches encore? Les footballeurs. Oui. Rocco Siffredi. Oui. Ah, ça vous avez vu? Bah, c'est notre ami Rocco. Je croyais pas que c'était lui, hein, puis il est bien monté. Laurent Ruquier. Que vous dire d'autre? Il y a Nulle part ailleurs aussi, hein, on parle beaucoup de Canal+, c'est le festival de Canal en fait, hein, il faut bien le dire, avec Guillaume Durand, qui donc est déjà sur le sable. Ils vont le foutre à l'eau à la fin de l'émission. Et on voit Nagui qui commence à nager derrière pour arriver, vous voyez. Il arrive au loin à la nage. Il y a des requins à Cannes, on savait pas. Et puis alors bon, les films, alors vous voulez quand même que je vous parle de cinéma parce que c'est quand même la moindre des choses. Oui. Alors j'ai vu Paula X, hein, les films français c'est une catastrophe, faut bien dire, il y a 4 films français, c'est une cata. Paula X avec Guillaume Depardieu qui a trouvé comme seul moyen de pub pour le film de dire, lui aussi comme Rocco Siffredi, c'est une mode, j'ai fait l'amour avec ma partenaire, hein, je sais pas si vous l'avez entendu, il l'a vraiment dit. Eh bien écoutez, ça en fait au moins 2 qui s'emmerdent pas pendant le film. Parce qu'il a peut-être vraiment fait l'amour, mais moi j'ai vraiment dormi. Vous voyez. Les films durent en moyenne 2h30.
Hein, ça, il faut le savoir. Tu peux pas faire avance rapide comme chez toi. En plus, c'est ça qui est. Je trouve que dans les cinoches, on devrait installer un système avec une commande. Ce serait démocratique. Chacun aurait un bouton avance rapide. Et si la majorité faisait avance rapide, hop, le film. Ça, ce serait génial. Si le premier cinéma qui fait ça, je trouve, fait un carton. Finalement, bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Bah rien. Non, sur Cannes, je sais pas. Vous avez vu d'autres choses, vous? Moi, je suis pas descendu à Cannes. Vous n'êtes pas descendu? Non. Frédéric. Il faut aller en Corse pour être descendu. Mais d'ailleurs, vous avez une petite médaille corse. C'est pourquoi vous êtes corse, vous? J'aime beaucoup la Corse, j'y vais régulièrement, j'ai beaucoup d'amis corses. Ah, il faut faire attention à ce qu'on dit ce soir. Attention, Astrid a parce que beaucoup d'amis corse. Là, il y a des grandes énigmes corses oui. quand même, qui sont irrésolues. Alors, qui a assassiné le préfet Rignac? On ne sait toujours pas. Pourquoi Napoléon portait-il un chapeau à la con? On ne sait toujours pas. Qui a assassiné Tino Rossi? Et surtout, la plus grande énigme corse, qu'est-ce que Patrick Fiori peut bien faire à Lara Fabian pour qu'elle gueule autant? Laurent Ruquier. Je crois que vous n'avez pas perdu la forme à Cannes. Hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la Corse? Non, franchement, on est emmerdé. On ne sait pas ce qui va ressortir de tout. Vous êtes vraiment corse, Astrid Veillon? Non, je suis pas corse. Ah bon. J'ai beaucoup d'amis corses, mais je ne suis pas Ouais, corse. ça fait 2 fois qu'elle le dit, à mon avis, il faut Non, mais qu'on c'est pas grave, fasse gaffe on à peut le nos répéter encore. paillotes. J'habite au rez-de-chaussée, je peux pas descendre plus bas. Bon, de quoi on parle, Frédéric Becbédé, à part ça? Non, mais moi je suis d'accord sur le festival de Cannes. Je veux dire, bon, on a dit que c'était le festival des shampouineuses. Ce qui m'étonne, c'est qu'avant, il y avait des mannequins qui voulaient devenir actrices. Et maintenant, il y a aussi beaucoup de comédiennes qui veulent devenir mannequins. Il y a Virginie Ledoyen, il y a eu Sophie Marceau pour Guerlain, il y a Marie Gillin maintenant. Isabella Rossellini aussi. Et c'est elle qui a lancé la mode. Carole Donc voilà, Bouquet, je trouve ouais. ça assez triste, quoi, bizarrement. Pourquoi Peut-être que c'est mieux d'être mannequin. Je sais pas, vous voulez être mannequin, vous? Je veux pas être mannequin, mais si je peux me faire de l'argent en faisant des pubs pour des c'est pour grosses la marques, thune. bah, je crois que oui, il n'y a pas autre chose. Oui. Ah d'accord, oui, Il y a le prestige de la marque et se faire pas mal d'argent avec un contrat. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de comédiennes qui font ça. Quelle marque vous intéresserait, Astrid, vous? Comme ça, on peut lancer un appel à la Je sais télévision. pas, je sais Besoin pas. de rien. Je vais vous dire, je sais pas si vous l'avez vu de près. Là. Regardez là un peu. Je vois pas. elle est très bien. Franchement, L'Oréal, ça l'abîmerait. Hein. Non, franchement, là. Non, je On a sais pas, beaucoup de j'ai pas chance. de marque spéciale, mais c'est vrai que ça peut toujours être intéressant. Bon, bah écoutez, ce qui est dit est dit. Remarquez Adriana ouais. Karenbeck, j'ai vu là-bas de près. Elle est géniale. Hein. On peut passer sous les jambes sans se décoiffer, c'est formidable. Mais la façon dont elle a monté les marches, elle une enjambée. Là, je veux dire, ça a été génial. Hein. Ça a été très rapide. En tout cas, il n'y avait pas d'Américains cette année à Cannes. Ah, il y a eu Mel Gibson qui est venu Oui, quand c'est même. tout, oui. Mel Gibson. En producteur, oui. Enfin, ils ont un peu boudé Cannes quand même. C'est-à-dire, ils veulent qu'on aille avec eux en Serbie, mais eux, ils veulent pas venir à Cannes voir Bravo. le festival. Hein. Bravo. Ils Ah, aiment vous bien. avez vu, ça c'est dingue aussi ces histoires hein, quand même. Ça c'est un autre sujet quand même dont on parle moins, mais quand même c'est toujours la guerre au Kosovo. Ouais. Et chaque semaine il y a des nouvelles cibles ratées par Ouais. l'OTAN. Ouais. Et souvent c'est des bus. Alors je me dis ils ont dû engager des supporters de l'OM à l'OTAN parce que c'est dingue le nombre de bus détruits là-bas. Je veux dire, je sais pas si vous avez remarqué ça. Et ça prouve en tout cas que décidément Bill Clinton ne s'est pas visé. Hein. Merci Laurent. Bon, ben, on va passer maintenant au premier invité de l'émission. On va passer à l'hyperview de Heather Noah. Heather Noah, bonsoir. C'est vrai que vous avez des yeux formidables, hein, parce qu'on avait Astrid Veillon là, qui a les yeux montent à l'eau. Vous, c'est quelle couleur? C'est très très beau. Hein. C'est un mélange, je sais pas, vert, bleu, gris. Je suis fasciné, Ça j'arrive plus à change, ça parler là. change un peu. Ça va être difficile cette interview. Alors Je vais oui, traduire tout ce que va vous dire Thierry Ardisson. donc vous vous appelez Heather Noah. Oui. Alors l'autre jour, je vous ai vu dans une émission de télévision et l'animatrice savait pas ce que voulait dire Heather en français. Alors vous non plus d'ailleurs, vous disiez fleur de bois. Alors je vais vous le dire quand même, ça veut dire la bruyère. Bruyère, voilà. Bruyère. Merci, Vous vous appelez oui. Bruyère Noah. Voilà. Vous avez un petit accent? J'ai un peu d'accent, oui. Oui. Vous n'allez pas nous faire comme Jane Birkin, vous n'avez pas gardé l'accent pendant 25 ans. Pas beaucoup. Vous allez le perdre. Là, vous l'avez déjà beaucoup moins que Je la dernière. pense que j'ai pas beaucoup d'accent non plus. Non, ça va mieux là. Non. Vous avez, Qu'est-ce qui vous a fait croire ça? non, vous avez moins d'accent que Jane Birkin. Mais Déjà. Elle est très mignonne quand elle parle. Ouais. Moi je trouve ça craquant les accents. J'adore. Ouais, enfin, ça fait quand même 30 ans qu'elle est en France, elle dit toujours le porte. Je veux Oui, dire, mais elle est quand même craquante. Ouais. Il n'y a rien à faire. Bon. Charmant. C'est- Très charmant. Elle a déjà perdu sa poitrine, elle ne peut pas perdre son accent. Oui, ça c'est. Bon, alors, Heather, vous allez donc on va vous faire une hype view. Alors le principe de l'hype view, c'est que donc on est 1, 2, 3, 4, 5 pour vous poser des questions. Vous êtes toute seule, donc c'est pas très équitable.
mais c'est comme ça. Je vais demander à Serge Calfon de baisser la lumière, parce que vous savez, la lumière est terrible. Attention, et voilà. Ah. Wow. Alors, vos yeux sont encore plus beaux dans cette lumière. Alors, vous êtes donc... On peut te laisser aussi. Bah, on peut me laisser. Non, attends. Que ça soit clair dès le début, j'ai pas envie de me prendre un pain, parce que son mari est beaucoup plus fort que moi, donc... Alors, Astrid Veillon a des amis corses, et le mari d'Heather Noah est très costaud. Voilà, donc aujourd'hui, je vais me rabattre sur un de vous trois, messieurs. Je passe. Ça va être Yvan. Bon alors, vous vous appelez Heather Stewart White, et vos parents habitaient le sud de l'Angleterre, c'est ça? C'est ça, à côté de la mer. Ils étaient fermiers. Ah non, l'histoire s'est mélangée. J'étais née à côté de la mer, dans une petite ville, et après ça, je me suis déménagée dans une ferme. Après, Ah oui, d'accord. à côté d'une ferme. Alors, quand vous étiez petite, quand vous étiez plus jeune, enfin petite, vous n'avez jamais été petite, justement, on se moquait de vous parce que vous étiez grande et maigre. Voilà, c'est ça. Avec mes soeurs, on essaie de manger tous les soirs le maximum pour grossir un peu. Ah ouais, vous essayez de grossir? Oui, on essaie de manger. Ouais. Alors, vous avez toujours, d'ailleurs, maintenant... Combien vous mesurez aujourd'hui? Elle mesure 1m80, Heather, hein, c'est ça. Ouais. Et alors, vous avez toujours du mal à vous habiller aujourd'hui parce que vous ne trouvez pas des vêtements aussi minces et aussi longs, quoi. C'est aussi les jambes et les bras, c'est tout, et ça. Donc les épaules, j'ai les épaules comme un homme. Donc, et les jambes, je ne trouve pas le pantalon parce que chez la femme, le pantalon large, ça vient large ici. Et donc, ah ouais? Moi, j'ai pas ce problème. Moi non plus, non. Mais les jambes longues, c'est pratique. En revanche, on peut faire du cheval et du patin à roulettes en même temps. Alors, vous avez été babysitter, vous avez été infirmière, vous avez fait des études de psychologie, et puis mannequin. Évidemment, quand on vous voit, on ne voit pas pourquoi vous n'auriez pas fait mannequin. Et un jour, vous avez rencontré Yannick Noah. Alors, le problème avec Yannick Noah, c'est qu'il a commencé à faire du tennis à l'âge de 8 ans. Et donc, il n'a pas eu de jeunesse, quoi. Il a travaillé, il s'est entraîné jusqu'à ce qu'il gagne. Donc, effectivement, il avait envie de vivre après, c'est normal, parce qu'il avait, comme dit la chanson, il avait oublié de vivre. Et puis, l'autre... Vous aimez citer les grands poètes. Ah, mais moi, j'ai fait des études. Et il y avait un autre problème avec Yannick, c'est l'atavisme. Parce que son grand-père avait 8 femmes, et son arrière-grand-père en avait 30. Non. Si, bah, bien sûr, oui. Bien sûr. Et donc, la chance qu'a Heather, c'est que... Je suis sûr que tu nous racontes des conneries. Pas du tout, c'est lui qui... Non, c'est vrai. C'est la tribu des Ewando au Cameroun. Oui, non, mais c'est vrai. Ils ont le droit de voir plus de femmes. Voilà. Son grand-père avait 8 femmes et son arrière-grand-père 30. Mais la chance de Heather, c'est que Yannick est la réincarnation de son grand-père et pas de son arrière-grand-père. Donc ça donne quand même, évidemment, un espoir, disons. Je vous traduis pas. Alors, entre vous, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même au départ des difficultés. C'est-à-dire, Yannick avait envie de s'amuser. Il y avait cette hérédité donc d'avoir plusieurs femmes. Hein. Et bien malgré tout, depuis qu'il est avec vous, ça marche très bien depuis 7 ans. C'est ce que je voulais dire. Oui. On est très comblés ensemble, très voilà. comblés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça fait 7 ans que c'est le bonheur. On ne profite pas un de l'autre, on ne profite pas de les gens, on est tranquille ensemble. Est-ce que c'est pas parce que vous ne vous voyez pas beaucoup? Non, je pense qu'il y a une chose qui est très importante. Il ne faut pas être toujours dans un proche de l'autre. C'est bien que tu fais un petit break de temps en temps. Donc, avec notre vie, nous, on bat d'être ensemble tout le temps. Tu vois? Maintenant, on est beaucoup plus ensemble qu'il y a 2 ans. Mais c'est vrai, si tu fais attention à un de l'autre. Quand vous vous retrouvez, c'est une fête. Alors, quand vous vous êtes rencontrés, lui a déclaré « Je ne me souviens pas de la rencontre, j'étais sous ». Mais vous, Yannick, mais vous vous en souvenez très bien, c'était dans un hôtel à Rome, c'est ça, non? Oui, c'était à Milan, et il était avec une amie, et c'est vrai, c'était dans une petite boîte de nuit, il était en train de danser, il était un peu seul, et j'étais avec une amie, Angie Everhart, et donc il commençait à danser avec moi, mais je dis, mais qui c'est qui, ce mec? Il ne m'a même pas demandé, mais il était quand même charmant. Ouais. Il était complètement noir, déjà. Il vous a demandé votre numéro de téléphone, vous avez refusé, et lui, il a dit, c'est moins facile que d'habitude. Donc ça, c'est un conseil que je donne à nos amis téléspectatrices. Il ne faut vraiment pas donner son numéro de téléphone tout de suite, sinon ça fait fille facile. Voilà. C'est vrai, ça? Bah oui, c'est vrai. Je vous le dis à vous aussi. Moi, je donne jamais mon numéro de téléphone. Moi, je donne pas le premier soir, en tous les jamais. cas. Hein. Et alors, moi, je donne le vôtre. Oui. C'est quoi votre numéro de téléphone? Vous êtes sur liste rouge? Voilà. C'est un numéro international. En plus, c'est très, très difficile à avoir. Alors, il y a eu... Marlette Laguillet, elle est sur liste rouge. Alors. Voilà. Il y a eu un long flirt. Et vous dites, je ne suis pas une femme du premier soir. Voilà. C'est ça, oui. Hein? On était romantiques, on a fait plusieurs dates. Après ça, il m'a montré ses enfants, on a passé le week-end avec eux. Et on n'était pas pressés. Oui. On a profité vous l'avez fait attendre, hein? Oui.
Non, mais nous deux, on était d'accord faire ça. Ouais. Bon. Et alors, il y a une histoire, alors là, je ne l'ai pas inventée, hein, je l'ai lu dans le journal Elle, qui est une très belle histoire. C'est un jour, donc, vous prenez un bain tous les deux. Après, évidemment, le flirt était fini depuis longtemps. Et alors, Noah sort de l'eau. Et il y a des gens qui ont lu le L. Là. Non, mais c'est une très belle histoire. Tout le monde en a parlé. Là, c'est vraiment tout le monde en parle. Hein. Dans Paris, je peux vous dire que cette semaine, tout le monde en a parlé. Ah, on a des intellectuels ici. Noah sort de l'eau avec de la. Écoutez ça. Oui, j'écoute. Avec de la mousse. Arrête, tu m'excites. avec de la mousse sur le corps. Oui. Hein. Et Heather, ici présente, le regarde et dit « My God, ce type est une statue ». Ça, c'est le genre de truc que nous, si tu veux, si vous voulez, Frédéric, je pense que... Si, il y a Bottero. Hein. Vous, ça peut vous arriver, Yvan, beau comme vous êtes, non? Oui, mais c'est pas très important, ça. Ce qui est important, c'est... Non, mais c'est vrai, ce qui est important, c'est qu'il a bon esprit. Voilà. C'est-à-dire qu'il aurait pu facilement quand même tourner tête de con. Il a un énorme succès très très jeune. Et puis, il n'y a pas beaucoup de tennismen avec qui j'aurais envie de partir en week-end. Parce que, avec lui... il y a Lecomte aussi. Bon. Je préfère Noah, moi, quand même. Donc, je continue l'histoire. Noah se lave les dents. Vous êtes dans l'eau froide, comme ça, et vous le regardez, fasciné. Je ne pouvais pas sortir de le bain. Ah ouais. Je n'osais pas. Ah ouais? Non, ouais, j'étais trop timide. Ah, c'est bien, j'adore. Vous êtes hyper craquante hein, quand vous racontez ça. Alors là, hein, ça c'est beau en plus. Alors vous êtes resté 6 mois avant de lui en parler. Hein, un jour vous dites, écoute, dans le bain, il est resté 6 mois dans le bain. Elle est restée très longtemps, au moins 1 heure dans le bain. L'eau était toute froide à la fin. Et donc 6 mois sans lui en parler. Et un jour vous lui en parlez et lui il dit, bah, effectivement, je m'en souviens. Je pensais que tu étais un peu. Il a demandé pourquoi j'ai resté aussi longtemps dans le bain. Ouais. Un peu dérangé, il pensait. Quoi, hein. En fait, vous étiez tout simplement amoureuse de lui. Quoi. C'est beau. Hein. Alors, moi, c'est quand je reste au shot longtemps. On me dit, tiens, t'es un peu dérangé. D'accord. Alors, vous avez réalisé le rêve de toutes les Françaises. Vous avez épousé Yannick Noah, qui avait déclaré après son divorce avec Cécilia, j'avais dit que je me remarierais jamais. Quoi. Alors, une question que je vais vous poser. Quand vous êtes allé voir vos parents en lui disant, j'ai trouvé un type, c'est un rasta, il a des tresses, il a une barbe, il est divorcé, il a 2 enfants. Ils ont réagi comment, vos enfants? Vos parents? Je ne lui ai jamais expliqué ça. Ah ouais, d'accord. J'ai parlé au téléphone avec ma maman un jour et elle me connaît très très bien. C'était à peu près 3 semaines que je suis avec elle, ou 4 semaines. Et c'est elle qui m'a dit, ah, enfin, tu es amoureuse de quelqu'un. Ah. Elle a senti dans ma voix. Donc, elle n'a pas posé la question comme ça et je n'avais même pas besoin d'expliquer les choses comme ça, sauf que j'étais amoureuse de quelqu'un, elle était contente. Elle a senti à votre voix. C'est l'instinct maternel. C'est beau, hein? Elle a senti ça, donc... Et alors, la maman de Heather gardait toutes les lettres des boyfriends, hein, tous vos boyfriends. Elle a piqué, c'était en dessous de mon lit quand j'ai parti de la maison. Et je lui ai dit, tu ne liais pas, bien sûr, elle est bien liée. Ouais. Elle a tout gardé. Elle les a achetées maintenant? Elle les a achetées maintenant, ces lettres? J'ai aucune idée. J'imagine qu'elle a toujours. Ah bon. Alors après, il y a eu mariage dans un château, lune de miel au Mexique sur une plage déserte. Enfin, là, il a tout fait. Hein, il a fait bien. Hein. Est-ce que c'est un événement qui a été couvert par les journalistes ou est-ce que... Il y a eu des photos, non? Non. Parce que ça se fait aussi beaucoup. Dire un mariage, ça vaut... Non, mais là, il proposait pas beaucoup. Ça vaut beaucoup. Il y a Pamela Anderson, elle avait même filmé sa nuit de noces, ouais. Hein, je crois. Ouais, on l'a à la maison. C'est bien déjà. Elle est bien. La nuit de noces de Pamela pas Anderson. filmé, non, ça n'a pas été filmé du tout, il n'y a pas de cassette. Désolée. C'est pour être sûr, hein. On veut être sûr de tout. Donc, vous vous retrouvez enceinte et justement, enfin, votre première grossesse, je vais remontrer le livre, vous êtes resté quand même 7 mois allongé. Hein. Oui. Parce que vous n'aviez plus le droit de bouger. Zoom, mon garçon, zoom. Vous êtes resté 7 mois allongé. Oui. Et alors, vous ne saviez pas très bien comment vous en sortir. Vous avez appelé votre mère, vous avez appelé des amis, vous avez lu tout ce que vous avez pu lire, etc. J'ai cherché le conseil, j'étais un peu perdue. Première chose, je me renseignais côté médical de le problème que j'avais. Mais après ça, je ne savais pas quoi faire avec le mal de dos, le nausée. J'étais vraiment toute seule. Et tous mes amis, c'était dans l'autre pays. Donc, j'étais obligée de débrouiller moi-même pour trouver les choses. Et donc, je n'ai pas trouvé un livre ou un journal qui était bien ou une émission de télévision qui était vraiment là pour la maman, pour lui donner plein de choses qu'elle peut soigner elle-même et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire une collection de notes, je commençais à essayer les choses. Et après 2 ans, long travail de 2 ans, j'avais assez de papier de faire un livre. Et je me suis dit, il faut que je fasse un livre pour moi et mes amis. Et si ça marche bien, voilà, c'est là maintenant.
Alors, ce que vous dites dans votre livre, moi je l'ai lu, évidemment je suis moins concerné que si j'étais une femme, mais je l'ai... Pourtant vous en avez eu des enfants. J'en ai eu des enfants, justement. Alors, il y a un truc que vous expliquez qu'on peut rester sexy en étant enceinte. Vous avez pris 15 kilos quand même, hein? 15 kilos, mais le mot c'est plutôt sensuel, santé féminin quand même. Oui. Il ne faut pas se sentir trop comme une baleine. La baleine, c'est que la dernière semaine. Oui. Non, mais il faut vraiment apprécier les choses, il faut respecter le changement, il faut vraiment... L'avantage, ce que vous dites dans votre livre, c'est quand on est enceinte, l'avantage quand même, c'est qu'on a des gros seins d'un coup. Donc c'est pas mal aussi. Oui, mais il y a les femmes qui étaient jeunes, mais si tu n'as pas, tu peux bien profiter de ça. Ouais. Astrid, ça vous tente la grossesse? Bien sûr que ça me tente. Bon. Ouais. Bien sûr, non, oui, j'arrive à 28 ans. Donc écoutez bien, à 28 ans, oui, il serait temps de s'y mettre. Et je vais lire. Ouais, il serait temps de s'y mettre. Avec attention. Alors ce que vous dites, Heather, c'est que, en fait, ce qu'on ne sait pas, nous, souvent les hommes, et je dis ça à Frédéric, qui est concerné au premier chef, puisque sa fiancée, on en parlera tout à l'heure, d'ailleurs longuement, sa fiancée est enceinte. Donc Frédéric, écoute bien, Frédéric. Écoutez bien, Frédéric. Vous dites que la sensibilité féminine est augmentée, en fait, par la grossesse. C'est-à-dire que les femmes, en fait, sont plus sensibles à ce moment-là. Oui, il y a un pourcentage de femmes qui est extrêmement sensible à ça. Ah, mais je comprends pourquoi vous êtes resté allongé 7 mois. Pour ça. Et vous, alors, Heather, vous portiez un string. Alors ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que vous étiez enceinte, un jour, vous allez chez le médecin et vous aviez un string. Oui, j'ai donné ça comme exemple parce que tu n'es pas obligé d'acheter le sous-vêtement pour la femme enceinte si tu sens mouche dedans. Oui. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, tu as plusieurs tailles et je me suis sentie bien confortable avec un string, en fait, que le gros culotte. C'est pas très élégant. J'adore parler de ces trucs-là, moi. Là, je me régale, vraiment. Eh ben, vous voyez, votre grosse culotte, vous allez pouvoir la remplacer par un string. Bah oui, maintenant que j'ai un gros ventre, je ne savais pas quoi mettre. Donc, je vais mettre un string avec mon gros ventre. C'est une très bonne idée. C'est pour quand, Thierry, l'accouchement? Là, je sais pas, là, je grossis tous les jours. Alors, c'est des choses qui intéressent beaucoup nos amis téléspectateurs, parce qu'on est tous plus ou moins pères de famille ici, ou mères de famille. Vous n'avez pas voulu savoir le sexe du bébé avant? Non. Pourquoi? Absolument. Vous trouvez ça bien, vous? Oui, merci. Ah bon, vous aussi? Merci. Ah Tu bon? vois? Pourquoi? Voilà la réponse. On ne mesure qu'après. Voilà la réponse. Si tu veux faire la peinture dans la chambre ou acheter les vêtements en avance, vas-y. Mais moi, je pense que la beauté, c'est la surprise à la fin. Ah bon? Merci. Frédéric? Non, moi je veux savoir, mais c'est pas grave. Non, mais dites pourquoi vous l'avez fait, vous? Moi j'avais envie de savoir parce que je suis curieux et que j'utilise les progrès de la science. Vous ne pouviez pas tenir, vous, oui, c'est ça. Oui, voilà, je veux tout savoir. Si la technologie permet de savoir. C'est une fille qui s'appelle Eugénie. Et vous, Yvan? Bah, et si tu vas chez Ikea, que tu prends du papier peint, etc., et tu choisis rose, vaut mieux pas que tu as un petit trapu qui arrive. C'est clair, mais en même temps, moi je trouve que c'est plus sympa la surprise, évidemment. Oui, bien sûr. Évidemment. Alors, il y a une autre question qu'on se pose. Ce qui est sympa, c'est quand c'est un enfant qui sort, oui. Il y a une autre question qu'on se pose souvent. D'abord, est-ce qu'il faut demander le sexe de l'enfant avant? Et puis aussi, faut-il assister à l'accouchement? Alors moi, j'ai jamais été tellement partisan de ça, mais en revanche, j'ai appris que Yannick, lui, avait assisté à vos accouchements. Oui, il était là pour les deux parce qu'il avait envie, mais je voudrais pas que les gens sont forcés d'aller dans l'accouchement. Je ne veux pas que la femme abuse cette situation-là, et ni les hommes aussi, parce qu'il faut que le couple soit confortable d'aller. Si tu n'es pas confortable, c'est pas grave, il ne faut pas se sentir coupable que tu n'es pas capable d'être là avec une caméra ou prendre les notes. Il y a des pères qui filment. Il y a des pères qui filment. Qui diffusent ça à la famille le soir. Ils n'ont pas envie de montrer ça à leur mari, etc. C'est ça, moi je comprends très bien qu'une femme n'ait pas envie de montrer ça. Ça, c'est un libre arbitre. C'est quelque chose de personnel, donc il faut être confortable à l'autre. C'est ce qui s'est passé avec Alien, d'ailleurs. C'est un mec qui avait filmé l'accouchement de sa femme. Dernière question, est-ce que vous... C'est la vérité. Est-ce que vous avez fait la péridurale? Oui, à la fin, tout petit, léger. Ça enlève le douleur de le dos. Ouais. Mais j'avais envie de sentir tout ce qui se passe d'avant. Donc, en fait, j'ai fait... Toute petite? Toute petite, ça enlève le douleur de le dos. D'accord. Donc, je conseille ça, c'est pas mal. Comme ça, tu peux concentrer plus. Bien. Alors, vos enfants s'appellent donc Elia, hein? Elijah, c'est compliqué. Hein? Elijah, Yenaye, ouais, qui a 17 mois, ils sont magnifiques. Vous avez allaité? Oui, bien sûr. Il faut allaiter alors dans votre bouquin? Il faut allaiter, c'est naturel, c'est quelque chose qui va avec. De toute façon, quand le bébé sort, si tu mets à la sein tout de suite, tu n'as pas de choix. Ouais. Tu vas craquer. Ouais. Je sais que ça fait mal pendant quelques jours, mais je te donne plein de conseils, mais c'est la meilleure chose pour la santé pour le bébé, bien sûr. Ouais. Et c'est très bien pour la maman aussi, pour son utérus, pour son physique aussi, donc pour tout. D'accord. Et combien entre deux tétés?
Mais je t'en prie, Comme moi j'ai une femme enceinte maintenant, tout le monde le sait. Je me demandais... C'est pour que vous soyez sérieux dans les boîtes de nuit. C'est que la prochaine fois que vous allez draguer quelqu'un, la fille va dire avec ce que tu as à la maison. Voilà. Non, je voudrais savoir, après l'accouchement, combien de temps il s'écoule pour qu'on puisse recommencer à, vous voyez ce que je veux dire, faire des câlins. Ça dépend. Parce que souvent, il paraît que c'est long. 6 semaines, 2 mois. Mais des fois, il y a les femmes qui c'est bon après 4 semaines. Ça dépend. La cicatrisation. Oui, exact. Ça dépend. Bon. Elle va savoir, mais il ne faut pas la. Pas la forcer, hein. Attention. Bon, alors Yannick avait déjà 2 enfants, Joachim et Yelena, qu'il avait eu avec Cécilia. C'est une des raisons, dit-il, pour lesquelles il est retourné habiter à New York. Ça vous n'avez pas peur, vous, quand même? Vous êtes vachement sûr, vous êtes très sûr de vous, parce que, je sais pas, il va habiter dans la ville où habite son ancienne femme, il se voit, bien entendu, pour les enfants. Vous n'avez pas peur? Vous êtes... Je me trouve ça un peu dommage que tu ne vois pas comment ça ne peut pas marcher. Hein. Ça peut marcher. C'est vraiment dommage que les gens pensent comme ça. Nous, on est en famille ensemble. Quand tu tombes amoureuse de quelqu'un, tu acceptes tout ce qu'il y a autour de eux. C'est naturel pour moi. Donc, Yuxinene, c'est comme mes enfants aussi. Cécilia, elle est une partie de la famille. Elle est une amie à moi. Donc, nous, on a un projet ensemble. On a quelque chose en commun, tu vois. Donc, je pense que c'est le seul moyen de faire les choses et c'est beaucoup plus sympa. C'est plus simple. Oui. Bravo. Hey, ils sont forts, ces Camerounais, quand même. Moi, j'y suis jamais arrivé. Moi. Un mot colon. J'y suis jamais arrivé, ça, moi, à réconcilier mes femmes entre elles. Justement, dernière question sur Roland Garros commence lundi, donc. Yannick Noah a gagné Roland Garros en 1983, on s'en souvient tous. Il a déclaré « c'est formidable le lendemain, c'est le surlendemain aussi, et puis le mercredi, il n'y a plus rien du tout ». Et la question c'est, comment on vit, est-ce que c'est facile de vivre quand on a son climax derrière soi, quand on a eu ce qui pouvait vous arriver de plus important dans la vie, quand c'est déjà passé, comment est-ce qu'on peut continuer à vivre quand on sait qu'on ne fera jamais mieux? Ça c'est une bonne question pour Yannick, mais comme tu as bien vu, quand tu as bien vu, c'est pas facile, parce que si tu as un challenge, quand tu arrives, tu me demandes, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Bien sûr que tu es perdu. Donc là, il faut que tu replonges vraiment dans toi-même, de ressortir les choses, de retrouver ton équilibre. C'est ça qu'Yannick a fait. Je pose une question, c'est pas lui qui va s'occuper d'Amélie Mauresmo, qui va la driver pour Roland Garros? C'est pas Yannick Noah? Là, vous craignez rien, au moins, c'est pas comme Cécilia. Oh. Bon. Ça, alors là, vraiment, Thierry Ardisson. Celui va bien. Ruquier, il est vraiment moraliste. C'est la charité qui suit l'hôpital. Bon. Les questions comme ça, tu demandes Yann. On lui demandera, d'ailleurs, Yannick, vous êtes le bienvenu, vous venez quand vous voulez. Merci, en tous les cas, Eder, on était ravis de faire votre connaissance. Je rappelle le titre de votre livre, donc S'épanouir en entendant un bébé, chez Michel Lafon. Merci beaucoup. On continue avec le top 10. C'est vrai qu'on rêve tous, en ce moment, tous les journalistes, je ne suis pas journaliste, mais j'aimerais quand même interviewer Richard Virenque. C'est vrai, on aimerait en savoir un peu plus, d'abord parce que... Le juge aussi aimerait en savoir. À mon avis, le juge, c'est déjà plus de choses que nous. Alors, si j'avais Richard Virenque en face de moi, je dirais, écoutez, on a lu cette semaine dans les journaux que c'est votre épouse, Stéphanie Virenque, qui allait chercher les produits préparés par le fameux docteur Mabuse. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que quand elle va faire des courses, elle revient chargée, elle aussi? Il paraît que le docteur Mabuse aurait soigné, ça je l'ai lu dans la presse cette semaine aussi, entre autres des cyclistes, mais aussi François Mitterrand, à une époque, le fameux monsieur Sainz, il a soigné Mitterrand, et Catherine Deneuve. Alors, est-ce que vous pensez que c'est grâce au dopage qu'elle a réussi à monter 2 fois les marches cette année à Cannes? Écoutez, Richard Virenque, j'ai en fait lu dans les journaux que vous avez reconnu avoir pris, c'est uniquement ce qu'il a reconnu, vous avez uniquement reconnu avoir pris des gouttes blanches, des pilules vertes et des comprimés bleus. Ça fait pas de mal, ça. Ça prouve au moins que vous savez reconnaître les couleurs, mais pourquoi vous avez du mal avec les avocats marrons? Est-il vrai que pour gagner du temps, le docteur Mabuse vous a proposé de remplacer directement la selle par une seringue? Ça, c'est une question que j'aimerais lui poser, je ne sais pas s'il me répondrait. Le docteur Mabuse, qui soigne des chevaux aussi, vous savez. Alors, je demanderais à Richard Virenque, écoutez, puisque le docteur Mabuse soignait des chevaux aussi, dites-moi s'il y a vraiment une différence, parce qu'un cheval sans selle, il est heureux. Tandis qu'un coureur sans selle, ça fait quand même un peu mal au cul au départ, non? Alors, on a dit que la différence. Oui, on a dit que la différence entre. Tiens. Un souvenir, Thierry? Souvenir de jeunesse, Laurent.
On dit que la différence entre un cheval et un cycliste, c'est que chez les chevaux, il y a encore des purs sangs. Est-ce que c'est vrai? Et on dit qu'il n'y aura pas beaucoup de coureurs sur le Tour de France l'été prochain. Alors, est-ce que c'est vrai que si Raymond Poulidor s'inscrivait à nouveau, il aurait enfin une chance de gagner? Est-ce vrai aussi... deuxième tout le temps. Ce serait terrible s'il terminait encore deuxième, vous imaginez? Est-ce vrai que si les coureurs se dopent, c'est pas pour gagner, mais c'est pour pouvoir sauter la mise qui les attend à l'arrivée avec un bouquet de fleurs? Parce que c'est vrai qu'il y a toujours une fille à l'arrivée. Du champagne. Deux filles? Deux filles, oui. Généralement, elles sont deux, oui. Deux filles. Annie les bouquets, etc. Je pense que c'est pour ça que En fait, oui, on n'avait jamais compris. En fait. Je pense que c'est pour ça qu'ils se dopent. Et puis alors la dernière question que je demanderais à Richard Virang, c'est écoutez, plutôt que vous doper pour faire du vélo, vous n'avez jamais pensé acheter directement une mobilette? Ce serait finalement plus simple. Laurent Ruquier, le top 10. Heather, vous restez avec nous. Et on accueille maintenant pour l'hyperview suivante, on accueille Jacques Toubon. Jacques Toubon, bonsoir. Alors, Frédéric Becbédé, l'écrivain dont tout le monde parle en ce moment, vous connaissez. Astrid Veillon, dont la carrière est en train d'exploser avec le 7 juin, un téléfilm avec Roger Hanin qui est un remake de La femme du boulanger, où elle joue Pomponnette. La salope. Vous avez l'accent en plus, vous. Mais moi, je viens du Sud, alors Elle si vient je veux, je peux d'Aix-en-Provence. prendre l'accent. Ben, Jacques vient de Nice, donc voilà. Bruyère Noah, ici présente. Yvan Le Bolloc et Laurent Ruquier, qu'on ne vous présente plus, bien entendu. Je n'ai jamais rencontré Monsieur Toubon. Oui, vous parlez beaucoup de lui quand même tous les matins sur France Inter, Laurent. Pas en ce moment, non, il est plutôt calme. Hein. Il a eu ses années. Il a eu ses années, mais là, il est plutôt tranquille en ce moment. Il est tranquille. Bon, donc Jacques Toubon, vous êtes maire du 13e arrondissement. Alors, sur le plan politique, vous êtes conseiller politique de Jacques Chirac ou vous faites partie du conseil politique du RPR? C'est pas exactement la même chose. Oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt, je fais partie des instances dirigeantes du RPR. D'accord. Voilà. Ouais, mais je ne suis plus à l'Élysée. Ah, vous n'êtes plus à l'Élysée, d'accord. J'y suis de temps en temps. Vous y allez quand même. Voilà, j'y suis. D'accord. Parce que là, pas tout le temps. Vous avez raison de poser la question, parce que moi, quand j'ai eu le Ouzou, l'adresse, ça, j'ai été très surpris. L'adresse professionnelle, c'est Présidence de la République, 55-57 rue du Faubourg Saint-Honoré. Ouzou est faux. Ouzou est dépassé, comme souvent. Il faut acheter celui de l'année. Donc, on vous écrit où, alors, maintenant? On m'écrit à la mairie du 13e arrondissement, 1 place d'Italie. Voilà. Parfait. Très bien. 13e. Alors, maintenant, donc vous allez... Je ne peux pas écrire à Jeannot Tibéri, il transmettra. Comment si vous écrivez à la Telle de Ville, ça m'arrive, j'ai un bureau aussi. Donc, on va vous faire une hyperview. Donc, vous connaissez le principe. On va tous vous poser des questions, Bruyère aussi, hein, et vous allez essayer de répondre. Donc, je vais demander à Serge Calfon de faire la lumière adéquate. Voilà. Ah. Très bien. C'est bien pour les yeux. Aujourd'hui, alors... J'ai vu la séquence avec... Oui, on a un festival d'yeux aujourd'hui entre vous, Bruyère et Astrid. On a vraiment des yeux aujourd'hui formidables. Vous n'allez pas me comparer avec Bruyère, non, ça c'est pas possible. Ah bon? Ça c'est pas possible. Nous, on a des yeux de veau, alors? Non. Moi, j'ai les... Ça va, quoi. C'est vrai, il a raison. Comment ça commence à nous en faire? Ah, il y a Becbédé qui est jalouse. Oh là là. Non, attendez, moi j'ai des yeux marrons, des yeux de cochon. Mais la couleur, ça n'a aucun rapport, c'est ce que ça dégage. C'est le regard. Ah, c'est le regard. Ça qui compte, d'accord. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est important, c'est pas à l'extérieur. Arrête, Jacques. Bon. Alors, donc, d'abord, on va survoler un petit peu votre enfance. Disons, vous êtes né en 1941, oui. Ce qui vous fait quand même 58 ans. Eh oui. Hein. Eh oui. Non, mais vous avez... Non, mais attendez. Alors, vraiment. Non, mais regardez, vous êtes bien conservé, Jacques. Parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait... j'ai l'air plus jeune que ça. C'est vrai, vous avez l'air un peu d'un adolescent immature. C'est une maladie. Alors, votre père a été croupier au casino de Nice, ensuite au casino de Charbonnières, ce qui fait que vous êtes habité à Lyon. C'est comme ça. J'ai vécu 15 ans à Lyon. Vous êtes retrouvé à Lyon. Il a quand même terminé directeur des Jeux au Palm Beach de Cannes, donc c'est pas mal. Alors, vous êtes marié à Lyon, avec la fille du bâtonnier de Lyon, quand même. Hein. C'était pas rien, Béatrice Bernascon, qui est aujourd'hui Madame Seguin. Oui, absolument. Elle est toujours Madame Seguin. Oui, on a divorcé en 1978. Ouais. Et l'année suivante, ou 2 ans après, elle a épousé Philippe Seguin. C'est drôle, je savais pas ça. Mais oui, mais c'est des choses. Et pourquoi les choses? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'elle n'arriverait pas aux gens qui font de la politique les mêmes histoires qu'à ceux qui ne font pas de la politique? Et lui, il a su la garder parce que M. Seguin, il l'a attaché à une... avec une petite corde. Non, mais est-ce que ça facilite vos relations avec Seguin? Non. Moi, j'ai connu Philippe en 1900... Dans un club échangiste. Non.
Non, ça facilite pas vos relations. Non, j'ai connu Philippe Séguin quelques années avant, donc en 74 ou 73. Ah oui, vous connaissiez déjà? Oui, bien sûr. Ah bon, d'accord. Donc, je suis presque sûr que c'est vous qui l'avez présenté. Moi, j'étais dans les cabinets. Ouais. Presque ça. Ouais. Parce qu'en fait, il est entré au cabinet de Christian Poncelet, qui est aujourd'hui le président du Sénat, et il y est entré notamment grâce à moi, qui était à Matignon à l'époque. Donc, vous voyez, c'est presque ça. Alors dites-moi, Jacques, qu'est-ce que vous faites comme les Noah? Parce que Bruyère nous racontait tout à l'heure que finalement, elle connaît Cécilia, la première femme de Yannick, que tout ça se passe très bien. Est-ce que vous avez ce côté camerounais qui consiste à faire vivre vos femmes ensemble? Non, c'est pas camerounais, on ne vit pas ensemble, mais c'est simplement que je m'entends toujours très bien avec ma première femme, qui s'entend très bien avec ma femme actuelle. Bon, donc, vous en êtes rassuré, hein. Voilà. Je crois que vous venez de rassurer une grande majorité de Français. Je crois que ce qu'a expliqué Heather tout à l'heure est tout à fait vrai. Alors bon, on va vite, vous avez fait l'ENA, vous étiez dans la même promotion que Jospin et Chevènement, qui font beaucoup plus âgés que vous. C'est un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure. Je crois que c'est vrai, oui. Ouais, non, mais c'est vrai, vraiment. Jospin surtout. Jospin surtout, oui. Et alors, vous n'êtes pas sorti classé à l'ENA parce que finalement, le prof, enfin, c'est pas le prof, mais le patron de l'ENA à l'époque vous a dit « Oui, vous auriez dû sortir dans les tout premiers, mais vous savez, c'est difficile de faire l'ENA quand on est d'une origine sociale modeste. » Oui, il ne m'a pas dit ça tout à fait comme ça, mais en gros, moi je suis très bien entré à l'ENA. Je suis rentré 5e. Et puis je suis sorti, je crois qu'il faut expliquer qu'il y a à la sortie un classement, et en fonction du classement de la sortie, on choisit les différents postes dans l'administration. C'est comme dans les autres grandes écoles d'ailleurs. Bon. Mais, et je ne suis sorti que 33e, c'est-à-dire qu'en gros j'ai reculé pendant l'école. Et c'est vrai qu'on m'a expliqué que c'était parce que j'avais pas trop le genre de la maison. En gros, voilà. Votre vie a été marquée, Jacques Toubon, par deux rencontres très importantes, Jacques Chirac et votre épouse, qui s'appelle donc désormais Lise Toubon. Donc Jacques Chirac, vous l'avez rencontré... Sauf que Bernadette, elle n'a pas été une de vos épouses avant. Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est pas une tradition au RPR, je veux dire... Donc Jacques Chirac, vous l'avez rencontré à 69, à la Fondation Claude Pompidou. Alors, physiquement, évidemment, vous ne vous ressemblez pas du tout, parce que c'est un peu Don Quichotte et Sancho Panza, si je peux me permettre. J'exagère rien, quand même. Ouais. Mais vous avez quand même quelque chose en commun, une espèce de gémellité politique. Et vous avez en commun, vous dites, lui c'est un peu ça, il dit se crever la patate et mouiller sa chemise. C'est vraiment quelque chose qui vous caractérise tous les deux. Pour vous, la politique, c'est ça. Quand j'ai été nommé secrétaire général du RPR en 1984, dans des assises qui se déroulaient à Grenoble, une fois que j'ai été nommé, j'ai fait un petit discours d'introduction en quelque sorte. Et c'est le programme que j'avais donné, parce que 2 ans après, il y avait les élections législatives de 86, et c'est le programme que j'avais donné à tous les militants qui étaient là. Je leur avais dit, il faut se crever la patate et mouiller sa chemise si on veut y arriver. C'est un aveu terrible pour un homme politique, dire qu'il faut mouiller sa chemise. Et quand on est mouillé, on change d'affaire. On travaille, franchement, vous savez, Laurent, on travaille souvent vraiment mouillé. Je vous assure que c'est pas... Oui, Roselyne Bachelot nous a raconté. C'est quelquefois, c'est un peu la mine, c'est un peu la mine, vous voyez. Alors, vous avez beaucoup d'admiration pour Jacques Chirac, vous l'avez quand même dit une fois que c'était la lumière qui guide nos pas, quand même. Vous vous souvenez d'avoir dit ça? Absolument. Vous persistez après la dissolution, après... Non, mais attends, je veux dire, c'est toujours la lumière qui guide nos pas? C'est une image biblique. Oui. Bon, bah oui. C'est à ce point-là, oui. Bah oui, mais comment vous faites quand vous regardez, vous levez la tête, non? Pas regarder dans le guidon. Alors vous, en échange de quoi, on vous a quand même surnommé la voix de son maître? Non. Pas tout le monde. non, c'est pas, j'avais pas entendu ça, non. On m'a appelé le hussard, le lieutenant, le je sais pas quoi, etc. Mais la voix de son maître... Vous êtes d'une fidélité absolue, d'ailleurs, et Chirac dit, en parlant de vous, si je lui demandais de sauter par la fenêtre, il le ferait. Ah, ça, c'est vrai qu'il l'a dit. Au rez-de-chaussée, peut-être. C'est vrai qu'il l'a dit. C'est possible que je le fasse, oui. Vous êtes... J'ai une question. Mais bien sûr, Frédéric. Donc si c'est sur les femmes enceintes, c'est Bruyère. Vous êtes fidèle d'entre les fidèles et vous êtes maire du 13e, c'est très bien, mais il y en a d'autres, par exemple Nicolas Sarkozy, qui a trahi Chirac. Aujourd'hui, il est tête de liste aux européennes, président du RPR par intérim. Oui. Alors la question c'est, pour réussir en politique, faut-il trahir ? Je crois pas du tout. Je pense que... C'est vrai, ce que veut dire Frédéric, il a raison. Lui, il a trahi tout le monde, il est devant vous aujourd'hui, oui. C'est clair que, je veux dire, la politique, comme toutes les autres choses, c'est aussi affaire d'opportunisme. Bon, alors il y a des gens qui sont plus ou moins opportunistes. Ouais. Moi, je suis plutôt du genre à aller jusqu'au bout, du genre jusqu'au boutiste. Alors, la deuxième grande rencontre de votre vie, c'est Lise Weller, donc votre femme, que vous avez rencontrée en 1979. Donc vous deviez divorcer depuis 1 an. Vous êtes resté 1 an tranquille, quoi. J'étais à Belleville. Bon, alors évidemment, vous aviez une enfance, vous le dites vous-même, une enfance provinciale, sans éducation artistique, à part votre TEPAS quand vous aviez eu 14 ans.
J'étais ce qu'on appelle un bon élève. Voilà. Bon, ça résume tout. Voilà. Et vous dites, mon milieu n'avait pas de goût, comme on dit, quoi. C'est-à-dire, vous veniez d'un milieu simple. Alors, Lise Toubon, enfin Lise Weller à l'époque, a été un peu votre Pygmalion, on peut dire, sur le plan culturel. Bah, c'est quand même elle le premier cadeau qu'elle vous a fait, déjà, quand même, au départ. Elle vous a offert Mythologie de Barthes. Absolument. Et vous, pour la remercier, vous aviez fait quoi? Vous avez mis un petit mot dans la boîte aux lettres. Oui, j'ai mis un petit mot dans la boîte aux lettres. Dragueur. Et je suis monté jusqu'au 4e étage, voilà, c'est tout. Bon. Par l'escalier, quand même. Oui, il n'y avait pas d'ascenseur. Alors, tout à l'heure, on parlait avec Bruyère, elle a fait beaucoup attendre Yannick, hein, c'est-à-dire qu'il a dû attendre beaucoup, avant de prendre ce fameux bain dont on a parlé. Avant de prendre ce fameux bain dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez mis longtemps? Non. Ah ouais. On sent le niçois. Non, moi j'attends pas. C'était aussi une question d'âge, je veux dire. Oui, c'est à moi, attendez. Yannick. Plus un gamin, quoi. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Voilà. En 79, vous n'étiez plus un gamin, c'est vrai. Mais c'est joli, mettre un petit mot dans la boîte aux lettres. Très, très joli, oui. Bon, alors là, on va passer à des choses un tout petit peu moins drôles, si vous le permettez. C'est-à-dire que le problème de Lise, c'est sa famille. C'est-à-dire que sa fille, quand même, Sophie Degnaud, qui a épousé Jean-François Degnaud. Donc, non, qui a épousé Grégoire Degnaud, le fils de Jean-François Degnaud. Vous ne seriez pas bon généalogiste. Hein. Non. Elle a été mise en examen, donc Sophie Degnaud, dans l'affaire de Isola 2000. 97, 87. Avec un promoteur qui s'appelle Dominique Bouillon, qui est une espèce de botton, non, qui donnait des grandes fêtes, où on allait en hélicoptère, enfin, etc. Isola 2000, il faut rappeler que c'est une station de sport d'hiver. Station de sport d'hiver qui a creusé. Isola 2000, il y a eu un trou de 550 millions de francs, et dont 30 millions qui sont évanouis à l'étranger. Alors, la question que je vous posais, c'est simple. Vous aviez dit, je suis jamais intervenu dans cette affaire. Ça a beau être la fille de ma femme, je suis jamais intervenu. Mais je voudrais quand même que vous répondiez à ça. On a retrouvé sur l'agenda du fameux Bouillon, donc le promoteur immobilier, un petit mot sur son agenda qui dit « Appelez Jacques ». Ça s'appelait Bouillon pour un promoteur immobilier. Oui, c'était un nom prédestiné. « Appelez Jacques », qui voit le président du tribunal de commerce de Nice, qui lui dit ne pas être satisfait de la solution. Donc, bah oui, mais il a écrit sur son carnet, voilà, c'est tout. Ce que vous dites, vous, c'est qu'il a écrit sur son carnet que vous alliez intervenir. Il a écrit sur son carnet, puis vous savez, attendez. Le téléphone, ça marche pas très bien. Non, mais c'est tout. C'est tout. Il a écrit sur son carnet. Bon, c'est tout. Et il ne s'est rien passé. Vous n'êtes jamais intervenu parce que c'est pas mon genre, c'est tout. Bon, voilà, c'est tout. Mais il y avait quand même une velléité de sa part. Il pensait que vous alliez intervenir. Le comportement de l'un n'est pas le comportement de l'autre. Bon, voilà. Mais honnêtement, Jacques Toubon, vous en aviez profité un petit peu des fêtes de Bouillon, un peu comme Poivre d'Arvor avait profité des fêtes de Boton à Cannes. Vous y alliez dans ces fêtes. Non. Bon, attends, Thierry. Sur les photos. Allez, les photos. Au bord de la piscine avec les photos. C'est vous, là. C'est vous, là. Regardez en maillot de bain, regarde. Montrez-moi les photos. Non. Et de toute façon, vous pensez pas qu'il va vous dire non, oui. mais je sais pas, je sais pas. Moi, je pose des questions, après les gens sont pas... Ça fait 10 ans qu'il dit non, il va pas vous dire. J'ai jamais dit... Non, pas du tout, Laurent. C'est vrai. On m'a jamais posé ces questions, donc je réponds à la question. À la télévision, en général, on pose pas des questions comme ça. Non, mais je veux dire que c'est... Non, c'est non, parce que c'est non. Et le frère de Lise qui a construit le complexe de cinéma Place d'Italie, grand écran. Bah oui. C'est pas gênant, ça, que dans votre arrondissement, ça soit le frère de votre femme qui construise un immeuble énorme. Attends, la ville de Paris a fait un appel d'offres pour savoir quel serait le groupe qui construirait cet ensemble. Bien, Place d'Italie. Il y avait 4 offres. Bon. L'offre qui a été retenue, pas par moi, mais par un jury de la ville de Paris, c'était celle de la société de Bouillon. Bien. Ensuite, ce constructeur, cette société, a elle-même fait des appels d'offres pour retenir des constructeurs, enfin des entreprises de travaux publics et de maçonnerie. Et l'entreprise qui a été construite, c'est une entreprise qui effectivement s'appelle Weller et qui était celle, de ma belle famille, parce qu'entre-temps, elle avait été rachetée par le groupe Dumez. Voilà. Non, mais avouez quand même, ça fait beaucoup de circonstances. C'est Bouillon qui doit construire le grand cinéma. Il fait appel à votre beau-frère. Enfin bon. C'est la famille. Attendez, ça fait des circonstances. Ouais, ça fait surtout qu'en plus, Sophie Degnaud travaillait à la Côté-Bas, qui était le bureau d'études, qui a travaillé sur cet ensemble aussi. Quoi. Donc, je veux dire, c'est un peu familial, quoi. Non, c'est pas familial parce que je suis pas dans le coup. D'accord. C'est une famille très courte. Très bien. Bon, ben voilà. Donc on passe à la suite. C'est dingue.
on a du mal à le croire quand même. Je sais pas. Moi, je dis pas que je le crois ou que je le crois pas. Je dis que toutes les questions méritent d'être posées, surtout sur le service public. Et toutes les réponses méritent d'être faites. Voilà. Et d'être entendues, en tout cas. Hein? Et d'être entendues. Alors, vous voulez poser une question, Frédéric? Non, c'était à vous que je voulais poser une question. Il va chanter la bamba à quelle heure? Il était ministre de la Culture C'est pas mon genre. et de la francophonie. Hein, quand même. Et de la francophonie. J'ai fait une loi, d'ailleurs, en août 94, qui a été diversement appréciée. Oui, sur les mots français. Sur ouais. la langue française. Moi, je peux résumer. C'est que M. Toubon ne voulait plus qu'on dise week-end, mais fin de semaine. Il ne voulait plus qu'on dise gangster, mais député du Var. Des petites choses. Pas tout à fait. Laurent, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas tout à fait ça parce que je suis pas aussi extrême, par exemple, sur la langue française que les Québécois. Mais par exemple, je vous prends un exemple de ce que c'est que parler français. Aujourd'hui, par exemple, on emploie pour l'Internet email et le courrier électronique. Eh bien, il y a un mot que certains aujourd'hui ont créé et qui s'appelle courriel, pour dire courrier électronique. Est-ce que c'est pas joli, courriel? Oui, je sais bien, Jacques. Enfin, vous savez, quand on a voulu... C'est vraiment important de... Quand on a voulu appeler jingle, on nous obligeait de dire un sonal. Non, mais attends. Jingle, pourquoi vous dites... attendez, vous continuez à vous voyez. Chirac, vous nous connaissez pas, vous nous tutoyez, là. Attends. Non, je vous tutoie pas. Si vous dites attends. Allez, je suis pas idiot, hein, j'entends. Bon, continue. Je crois que c'est un... Tu vas me vous voyez maintenant, hein. Astrid, vous êtes actrice. Si c'était Shakespeare, je suis d'accord. Mais enfin, c'est pas Shakespeare. Bon. Peut-être. Enfin, je pense que c'est pas ça le plus important non plus. Le vrai combat, pour moi, ce serait plutôt, alors à ce moment-là, de donner envie aux gens de lire et de se cultiver, plutôt que d'essayer de les restreindre ou de les faire chier sur des petits trucs comme week-end. Week-end, je suis désolé, on va pas dire fin de semaine. Donc ça, j'aurais juste aller jusqu'au bout. C'est un mot français. Ça me paraît être des combats inutiles, ça. En revanche, donner envie de lire, donner envie d'aller à l'opéra, j'espère que vous l'avez fait. Personnellement, moi, j'y suis jamais allé, mais je rêverais. Ça me paraît plus intéressant. Ce que je veux dire quand même dans la colonne des plus, quand même, c'est que vous avez sauvé les colonnes de Buren. Ce qui pour un mec de droite est plutôt bien, parce qu'elles sont bien ces colonnes quand on les voit maintenant. Écoutez, moi quand j'étais au ministère de la Culture, mon bureau, donc au Palais Royal, donnait justement sur ce péristyle où il y a les colonnes Buren. C'est non seulement une œuvre d'art que j'ai sauvée, mais c'est aussi, vous le savez, un des endroits les plus fréquentés par les gosses aujourd'hui dans Paris. Il faut voir le mercredi après-midi. Ça a un caractère festif absolument extraordinaire. Tout à fait. Alors dites-moi, on jette une pièce, là, on fait un vol. Oui, et on met des sous dans le petit canal qui est en dessous. Là. Voilà, et puis après il y a le ministre de la Culture qui passe. Alors, ce qu'on va faire avant de continuer cette interview, on va regarder un petit magnéto de l'époque où vous étiez tous les soirs au Guignol sur Canal+. Magnéto. Mélina Mercouri, c'était une femme indomptable. C'était la Grèce. Mélina Mercouri, c'était l'enfant au tambour. Et ces ratatatam résonneront longtemps encore. Vous êtes sûr que vous ne confondez pas avec Nana Mouskouri? Oh, écoutez, Mouskouri, Mercouri, qu'importe après tout. J'en ai assez de faire des hommages. Calmez-vous, monsieur Toubon. Ah, mais c'est que ça tombe comme des mouches dans ce métier. Ah, mon Dieu, j'aurais dû prendre l'industrie. Les gens, ils sont plus costauds, non? Alors parlons plutôt de votre politique culturelle, monsieur Toubon. Mais quelle politique culturelle? Mais la vôtre? Mais comment voulez-vous que j'ai une politique culturelle, monsieur Darvor? Je n'ai plus un instant à moi. Enfin, tout de même, on a beaucoup parlé de votre projet de supprimer l'anglais dans les médias. Ah, une chance. Il s'est trouvé 2 jours où personne n'est mort. Alors bon, le premier jour, j'ai classé mes hommages. Parce que figurez-vous que c'est un sacré bazar. Et le deuxième jour, j'ai fait ce petit projet. Il a été un peu critiqué, certes, mais pour une matinée de travail, convenez-en, ce n'est pas si mal. Vu comme ça. Mais il y a quand même des côtés positifs dans votre travail. Ah oui, bien sûr. On est invité partout, ça c'est bien. Et puis surtout, on voit plein de vedettes. Et qu'est-ce que vous leur dites aux vedettes? Eh bien surtout, je leur demande des nouvelles de leur santé. Ah oui, je le comprends. Dites, à propos pour Sinatra, comment ça va? Ça va mieux. Ouf, tant mieux, parce que j'étais déjà charrette sur Nana Moustaki. Alors, comment c'est déjà Sinatra? En plus, Sinatra, je confonds toujours avec l'acteur. Oui, c'est le même. Ah, voyez, vous aussi. Hein. Ah, fouillard, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Oula. Dites, Mélina Mercouri, c'était pas la femme à Joe Dassin? Non, Jules Dassin, son père. Ah, quel dommage. Parce que si vous voulez, moi je peux vous faire un hommage à Joe Dassin. L'été indien. À Paris, en vélo, on dépasse les autos. Et les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Les Guignols de l'info.
Alors, je vous demande pas, parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué à la télévision, quand on passait comme ça des extraits des guignols aux hommes politiques, ça vous fait... Ouais, j'adore ça, ça me fait marrer. Ça vous fait vraiment marrer? Parce que tous les jours, hein, c'était tous les jours. Hein. Ça vous a relativement marré, parce que la marionnette est assez bonne pour moi. Ouais. Enfin, je veux dire, bon... Donc je trouve que c'est plutôt assez marrant en tant que marionnette, ouais. Mais pour le reste c'est totalement à côté de la plaque, parce que je crois que vraiment, s'il y a quelqu'un pour lequel la culture n'est pas quelque chose où il est arrivé le jour où il est rentré au ministère et dont il est sorti le jour où il est parti du ministère, c'est moi. Ouais. Moi j'ai fréquenté les milieux artistiques, Jacques, je me suis intéressé à tout ça avant. Je continue après, bon c'est tout. Bon, donc c'est ça qui est exact. Votre femme a quand même déclaré au sujet des guignols, elle a l'air de moins apprécier que vous, elle a déclaré « Ils en ont fait un minable larbin con ». Oui, bah, c'est un peu ça. Bah, oui. On a fait ça à peu près avec tous les ministres de la Culture depuis Jack Lang. Enfin, c'est vrai qu'on a l'impression que ceux qui étaient passés à la Culture après Lang étaient là par hasard. Mais il est vrai. Pour Catherine Trottmann, là, on a dit il n'y a pas longtemps, pour l'enterrement de César, il paraît qu'elle s'est rendue au parc Astérix. C'est ce que vous pensez? Non, mais il est vrai que... Non, attends. C'est une remarque très juste. Lang est resté 10 ans en 2 fois, et il a complètement... C'est la réalité. Changer de dimension la politique culturelle grâce au soutien que Mitterrand lui a apporté. C'est aussi une vérité historique. Ouais. Et donc, c'est clair que les autres ministres, qui eux sont restés chacun 2 ans, apparaissent comme des épiphénomènes par rapport à Lang. Ouais. Et je crois que ça explique que ensuite, ils ont tous été plus ou moins. Douste Blazy a été caricaturé. Bien sûr. Oui. On a vu votre action à la culture en tant que garde des Sceaux, donc on peut dire en vitesse. Vous étiez garde des Sceaux sous Juppé, de 95 à 97. Donc vous avez eu plus d'instructions sous Juppé, avec Juppé. Oui. Vous avez eu plus d'instructions à la culture ou à la justice? Alors bon, je n'ai eu aucune instruction. Il y avait beaucoup d'instructions au pluriel. Ça c'est vrai. Alors bon, maintenant il y a un truc aussi de votre action. On parle de votre action quand vous étiez garde des Sceaux. Il y a un truc évidemment qui est moins rigolo. C'est l'hélicoptère dans l'Himalaya, Jacques. Je suis obligé de vous en parler quand même. Votre côté Nicolas Hulot, là. Alors, je raconte l'histoire en 2 mots. Donc, il y avait un procureur. C'est l'affaire du Conseil général de l'Essonne. Donc, c'est Xavier. Alors, on va se marrer. Il va faire un petit fiche. Xavier Tibéri, qui avait donc touché 200 000 francs de salaire fictif de M. Dugouin. Le procureur s'appelle Laurent Davnas. Il n'a pas trop envie d'embêter Mme Tibéri. Et puis voilà qu'il part faire du trekking dans l'Himalaya, ce Laurent Davnas. Et à sa place est nommé un Hubert Dujardin, qui était donc procureur adjoint, et par intérim, bien sûr, en attendant que Davnas revienne. Et alors, lui, il était un peu moins sympa avec Mme Tibéri que M. Davnas. Alors vous, évidemment, ministre de la Justice, vous allez me dire si je me trompe, vous téléphonez à l'ambassade de France au Népal en disant qu'il faut absolument envoyer un hélicoptère dans la montagne pour chercher Davnas, pour le ramener à la capitale, qui est Katmandou, ça n'a pas changé depuis mon époque. Et à ce moment-là, une fois qu'on a ramené Davnas à Katmandou, on le remet dans un avion, il rentre à Paris, et à ce moment-là, il arrête toute l'affaire, et Dujardin retourne à ses chères études. Voilà. Dites-nous que c'est vrai, c'est tellement rigolo. Dites-nous que c'est vrai. Non, pour l'histoire de... Je dis que la question... Vous avez commencé par nier d'abord. Attendez, la question était, est-ce que le procureur adjoint Dujardin pouvait prendre une décision contraire à celle que le procureur en titre, M. Davnas, avait prise avant de partir. Et la question a été, puisque M. Dujardin veut faire le contraire de ce que M. Davnas avait décidé au départ de faire et qu'il avait donné l'instruction de faire, c'est-à-dire de ne pas ouvrir l'information, c'était ça. Et il fallait demander à M. Davnas si, oui ou non, il était d'accord pour le faire. Et je crois que c'est l'application stricte du Code de procédure pénale qui dit que, effectivement, lorsque le chef du parquet prend une position, ses subordonnés, car le parquet est, comme on dit, hiérarchisés, n'ont pas à prendre une position. Les glissants dans le parquet. Alors attendez, que l'hélicoptère soit un moyen extraordinaire. Là, ce que vous avez que l'hélicoptère soit un moyen extraordinaire, j'en suis d'accord. Oui, mais que ce soit contraire au Code de procédure pénale, c'est-à-dire à la loi, ça, je ne suis pas d'accord pour qu'on le dise, parce que c'est pas vrai. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, si le procureur adjoint avait fait quelque chose qui vous avait arrangé, vous auriez quand même essayé d'aller chercher l'autre procureur, le procureur adjoint n'avait pas l'intention de faire quelque chose qui nous arrange ou qui ne nous arrange pas. Il a attendu le départ de son procureur pour faire des misères à Xavier. Pour faire. Et maintenant, vous le regrettez, hein. Bon, oui, en plus, j'insisterai pas.
Mais c'est vrai que c'était tout ça, et c'est pour défendre Xavier. Alors, quand on sait ce qui s'est passé après... C'est pas, le problème n'est pas là. Moi, je fais pas des choses ni dans un sens ni dans l'autre pour les retours d'ascenseur. Moi, je fais les choses qui me paraissent normales. Alors, j'ajoute aussi, quand je dis « je », c'est un peu beaucoup. Ouais. J'ai pas ici à raconter des choses... Donc vous dites quand même qu'il y avait... Attendez. Vous attendez pas un retour d'ascenseur, donc il y a eu un petit geste pour elle quand même. Alors. Attendez, je dis simplement que... Vous venez de le dire, là. Quand je dis « je », c'est un peu faux, parce qu'en fait, dans cette affaire... Mais je ne vais pas le raconter ici parce que c'est... Vous n'étiez pas tout seul à... C'est l'État, je suis pas je, voilà, c'est tout. Bon, donc, alors, c'est tout. Faites comme Jospin avec la paillote qui dit Chirac était un peu au courant quand même. Quoi. Ouais. Ce que je veux dire pour terminer, donc, c'est que pour conclure l'affaire, parce que tous nos amis téléspectateurs n'ont pas suivi cette aventure de l'hélicoptère dans l'Himalaya, c'est que Daphnaz n'a pas été retrouvé par l'hélicoptère et qu'en revanche, l'affaire a été financée par les fonds secrets de Matignon. Ça vous... Ah bon, première nouvelle. D'accord. Vous avez bien fait de venir, alors comme ça je vous apprends. Ah, vous en apprenez des trucs ici, monsieur Toubourg. Faut venir plus souvent. Bon, est-ce que vous avez des questions, parce qu'on a fini là, est-ce que vous avez des questions à poser à Jacques Toubon? Profitez-en. Quand est-ce qu'il va chanter la bamba? C'est vrai, vous ne chantez pas, jamais? Non, je ne chante pas. Pourtant, nous avons les moyens de vous faire chanter. Ça m'étonne. Mais s'il veut plus avoir l'air bretteur. C'est pas tellement mon truc, le chantage. Enfin, j'imagine. Astrid, des questions à poser? Bon, bah ouais, on a juste une toute dernière. Je vous en prie, Laurent. Est-ce que vous pouvez m'arranger un coup pour avoir un appartement dans le 13e? Je vais vous répondre très clairement. Oui. Quel est votre revenu? Si vous êtes dans les plafonds, vous avez droit à un logement social. Non, comme tout le monde. Pas le droit. C'est pas parce qu'on est à la... Tout de suite, j'ai pas le droit. C'est pas parce qu'on est journaliste. Le fils Juppé et le fils Tibéri, il n'avait pas de plafond, alors. Ça, j'en sais rien. Je me suis pas occupé d'eux, en tout cas. Bravo, Laurent. Bien. Jacques, vous restez avec nous. Je reste. C'est super, la télé. Alors justement, Frédéric Becbédé, vous êtes critique littéraire à Voici, ce qui est quand même un... Alors là, c'est mon hyperview qui commence. C'est pas votre hyperview, c'est votre interview. Vous n'en êtes pas encore à l'hyperview. Donc c'est ça en fait, c'est les gens pas intéressants, on n'éteint pas la lumière, on s'en fout. Dans quelques années, c'est pas grave. Frédéric, je vais faire votre panégyrique et tout le monde comprendra aisément que dans quelques années, vous serez assis là, il n'y a pas de problème. Puisque vous êtes critique littéraire... Sauf que nous, on ne sera plus assis là. Non. Vous serez assis là. Vous êtes critique littéraire à Voici. Ça veut dire quoi, ça, d'être critique littéraire à Voici? Les lectrices de Voici lisent des livres? C'est important. Non, il ne faut pas mépriser. Critique littéraire à Voici, c'est pas un peu comme disque jockey à France Info? C'est très bien. Non, il faut... Écoutez, moi, ma théorie, c'est qu'il faut donner de la confiture au cochon. Voilà. Bon, Frédéric, donc, Voici, vous êtes critique au Figaro littéraire, vous êtes critique à Lire, vous êtes critique à Rive droite, Rive gauche. Désormais, vous êtes critique au Masque et la Plume. Donc quand je dis que vous serez bientôt assis là, je ne m'avance pas beaucoup. Je suis déjà assis là. Patron d'une revue qui s'appelle Énervé, en référence à la NRF de Gallimard. Vous êtes un des créateurs du prix de Flore et vous êtes en couverture de Technicart. Alors voilà. Je ne sais pas si cette photo vous rapportera beaucoup de succès féminin, mais en tous les cas, elle est... s'en fout, elle est Écoutez, enceinte. Ça m'a déjà rapporté d'être invité ici. Tout à fait. Alors... Vous publiez donc Nouvelles sous extasie chez Gallimard, voilà, je montre le livre, zoom, mon coco, zoom, comme on fait à la télé, voilà. Et vous dites, quand on vous dit, dis donc, Gallimard publie ça, vous dites avec beaucoup de détachement et beaucoup d'humour, c'est bien la preuve que Gallimard n'est plus ce qu'il était. Eh oui, c'est vrai que mon arrivée chez Gallimard montre que cette maison n'est plus tellement aussi prestigieuse qu'au temps de Marcel Proust. Ouais. C'est triste, mais bon, en même temps, je l'accepte, vous savez, avec humilité. Avec humilité. C'est quoi l'ecstasy? Parce que moi, c'est pas du tout. Moi, je suis de la génération de Jacques. Nous, nous, c'était Jacques, les champignons hallucinogènes à Bali. Nous, c'était plutôt ça. Timothy Leary. Timothy Leary, oui. Nous. C'est quoi l'ecstasy? J'ai voulu m'intéresser à cette molécule qui donne envie de raconter sa vie à des inconnus et la remplacer par de la littérature. Finalement, je pense que mon livre est peut-être aussi une drogue dure, peut-être moins chère, 65 francs, et beaucoup plus dangereuse parce qu'il y a des effets secondaires, je crois, en lisant un livre, on y repense plus souvent, alors que quand on se drogue, on oublie tout. Donc, Nouvelles sous extasie, c'est la première fois en plus qu'un auteur parle d'ecstasy, parce que jusque-là, on avait eu, je sais pas, l'opium avec Cocteau, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... Burroughs, ça fait un livre sur l'héroïne dans les années 70. En fait, chaque décennie a eu une drogue. C'est assez curieux. Une drogue à la mode par décennie. Dans les années 60, vous aviez effectivement le LSD. Nous, oui, avec Jacques. 70, c'était l'héroïne. Lui, c'est le RPR. Parlez pour vous.
Bon, les années 80, la coke. Ouais. Et puis, années 90, bizarrement, il y a eu cette pilule assez curieuse qu'on a appelée la pilule de l'amour et qui, en fait, donne une certaine désinhibition aux gens et surtout aux jeunes et leur donne peut-être le courage de se parler, en tout cas d'être moins seul. Dans une époque de mensonges. Dans les soirées techno. Donc en fait, vous êtes sûr d'être dans le Lagarde Michard avec ça, c'est-à-dire que voilà. J'achète mon billet dans les manuels d'histoire littéraire. Parce que quand on fera un article dans la Lagarde Michard sur les drogues et la littérature, vous êtes sûr d'y être. On sera obligé de me mentionner. C'est pas mal comme idée. C'était mon truc. C'était ça ou avoir du talent, j'ai choisi ça. C'est un peu comme les artistes qui choisissent des grandes causes. Il y a ceux qui défendent le sida, il y a ceux qui défendent... Enfin voilà. C'est des systèmes. C'est des systèmes médiatiques. Bien. Bah écoutez, en tous les cas, je rappelle le titre de votre livre. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est un bon écrivain. Frédéric Becbédé, Nouvelle sous extasie. Très bien, bon ben je vais vous saluer. Finalement, c'était mieux que l'Hyperview, ça veut dire. Ouais, c'est mieux parce qu'on a parlé que de lui au moins, que de son œuvre. Bon, donc maintenant, au revoir Jacques, merci d'avoir été avec nous. Bruyère, au revoir, à très bientôt. Hein. Frédéric, au revoir. Vous retournez à vos chères études. Et nous, alors maintenant, on va passer à la fin du monde. Donc, déjà, là, ça, c'est maintenant. Si, on arrive là. C'est la fin du monde, donc accrochez vos ceintures. C'est le 11 août 1999. Et on va en parler avec Elisabeth Tessier et Paco Rabanne. Bonsoir. Bonsoir Paco. Vous connaissez tout le monde ? Je suis furieux. Pourquoi ? Thierry Ardisson, parce que je m'élève violemment du haut de mes 1m78 contre cette appellation la fin du monde. La fin du monde, c'est dans 5 milliards d'années. Quand le soleil va devenir une géante rouge... Champagne. Et hop, bon, mesdames, messieurs... Mais le 11 août. Le 11 août dans 5 milliards d'années. Non, c'est Paris. C'est Paris, le 11 août. De la possibilité de la destruction de Paris cette année. D'accord, c'est Elle que est Paris. programmée dans toutes les prophéties. Ah, c'est que Paris. C'est que Paris. Bon, mais ça va, on est cool. Bon, d'accord, excusez-moi, Paco, première erreur, première boulette. Une question avant de commencer, pourquoi vous êtes toujours habillé en noir? Je comprends pas. Parce que dans la vie passée, j'étais curé. Ah ouais, d'accord. Et j'ai conservé ce goût du noir, ce goût de la soutane ancienne. C'est quand vous étiez ça dissimule mes formes. Ah oui, c'est moi aussi. Ouais, nous avons le même problème. Enfin, au départ, c'était pour être sûr qu'on me reconnaisse, puis maintenant, c'est pour dissimuler mes formes. Bien, alors... Ne dissimulez pas si vous voulez être sûr qu'on vous reconnaisse. Alors, on va parler de votre livre qui s'appelle 1999, Le feu du ciel, chez Michel Lafon. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de vous, parce qu'on vous vend souvent dans des émissions de télévision, et je suis sûr que les jeunes générations ne savent pas ce que vous avez fait avant, ce que vous avez apporté à la mode, et on va quand même en parler un petit peu. Serge, si vous pouviez basculer la lumière. Tatan. Ça fait cosy. C'est bien, hein? Ouais. Alors, vous êtes né en 1934 à Saint-Sébastien. Votre père était militaire. C'est vrai que votre père a été fusillé par Franco. Il a fait partie des 17 militaires fusillés par Franco à la prison de Santoña, au Pays Basque. Donc là, à ce moment-là, vous êtes venu en France à l'âge de 5 ans. Hein? Oui, camp de concentration, à Port-Vendre, Argelès, et ensuite caché par Tanguy Prigent, un ministre socialiste en Bretagne, au péril de sa vie, puisque ma mère était recherchée par la Gestapo. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, ce que je ne comprends pas très bien, c'est que votre père a été fusillé par Franco et que vous avez pourtant accepté d'être décoré... vous êtes officier de l'ordre d'Isabelle la catholique. Par le roi d'Espagne, c'est pas la même chose, par Franco. J'ai toujours refusé d'aller en Espagne, invité par le général Franco, pour des bonnes raisons, parce que ma mère était encore vivante, et je ne pouvais pas aller au pays de l'assassin de mon père. Oui, mais le roi d'Espagne, vous considérez que maintenant tout va bien? Non, Carlos est un roi fabuleux, extraordinaire, j'ai pour lui un énorme respect. On est d'accord, Paco, on est d'accord. Dites-moi, pardon, donc vous venez à Paris à 20 ans, vous faites les Beaux-Arts? Pour faire l'architecture, voilà. J'aimais l'architecture. Pour payer vos études, vous commencez par vendre des boutons à Balenciaga, puis des accessoires. Des accessoires à tous les couturiers, que ce soit Elsa Schiaparelli, Balenciaga, Grive, Molineux, des tas de gens qui ont disparu aujourd'hui. Et alors un jour, vous faites un défilé de mode, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je ne sais pas si les jeunes générations sont au courant, qui s'appelle 12 robes importables. Hein. Et alors là, pour la première fois, parce qu'il faut bien dire que c'est vous qui l'avez fait pour la première fois, on voit des robes en plastique, enfin en matière plastique, en papier, en cuir. Métal, de
c'était une révolution parce qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi, vous avez fait défiler les premières filles noires. Alors oui, c'est ce qui m'a valu quand j'ai fait défiler ces filles noires. Le milieu de la couture vous a ostracisé à cause de ça. Non, les Américaines, la fille de Vogue et de Harper's Bazaar m'ont craché au visage. C'était avant Atlanta. Ils m'ont dit, pourquoi vous prenez ces filles-là? J'ai dit, parce qu'elles sont les plus belles du monde. Et schlac, ils m'ont craché à la gueule. Il faut dire qu'à l'époque, c'était quand même au milieu des années 60. Hein. C'était en 64. Oui, c'était en 64. Je voulais représenter la planète entière et les femmes noires étaient les plus belles de l'époque. Elles sont toujours d'ailleurs. Bien entendu, vous l'avez fait avant beaucoup de gens. Donc il y avait Lisette Malidor, qu'on a connue comme une meneuse de revue, et Madly, qui après a été avec Jacques Brel. Cathy Rosier. Cathy Rosier, voilà. Des tonnes de filles. Il a fallu attendre Saint-Laurent bien des années plus tard. 12 ans après. Voilà, pour qu'on retrouve une noire dans les défilés. Ouais. Hein? Alors, vous avez transformé ça, vous avez fait défiler des filles noires, et aussi, avant, il faut savoir que dans les défilés de mode, il y avait des aboyeurs qui annonçaient les modèles. Et vous étiez le premier à mettre de la musique dans les défilés. J'aimais beaucoup la musique des Beatles, la musique des Stones. C'était vraiment une époque formidable, les années 60, où il y avait, la musique faisait partie du quotidien. Vous aviez déjà beaucoup déjà à l'époque, vous aviez le même genre d'idée que maintenant, parce qu'en 71, vous disiez... avec l'ère du Verseau, les gens vont se dénuder. C'était en 71. Et depuis, effectivement, la mode va de plus en plus vers le nu, quand même. Non, maintenant, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau en 94. Nous allons revenir maintenant pour une mode différente, où il n'y aura pas cette espèce de nudité trop flagrante. Parce que je trouve que dans le jeu de l'amour, dans le jeu de l'érotisme, il vaut mieux suggérer que montrer. Bien sûr, elle dit. Ça a été spontané, Astrid. C'est toujours plus joli quand on voit quelqu'un habillé et qu'on puisse suggérer une certaine sensualité. L'imaginaire est très important dans l'acte. On passe très vite de l'ère du verso à l'ère du recto. C'est ça le problème. Moi, j'aime bien l'ère du verso. Moi, c'est du recto. En tout cas, l'ère du verso est là pour 2600 ans. Oui, donc il vaut mieux s'habituer. Il vaut mieux s'habituer. Alors, vous publiez un livre un jour chez Lafon qui s'appelle Trajectoire. J'avais 60 ans. 60 ans. J'ai tenu cette recherche ésotérique que j'ai commencé à l'âge de 7 ans. À 7 ans, j'ai commencé à sortir de mon corps, à faire des voyages astro. Mais c'était une chose que ma grand-mère, qui était une magicienne, me disait tais-toi, n'en parle pas. Alors, regarde la réaction de ta mère. C'est vrai que ma mère me disait que je devenais fou. Et donc, j'ai continué à travailler en me taisant. Et quand je suis arrivé à 60 ans, je me suis dit, bon, basta. Maintenant je suis à la fin de ma vie. Je vais porter témoignage. Voilà. Alors, dans ce livre, donc, qui s'est vendu 1 million d'exemplaires, il faut quand même le dire, Trajectoire, vous parlez évidemment dans toutes les langues. De l'ère du Verseau, de la réincarnation, de vos vies antérieures. Alors, c'est là que tout le monde a découvert que vous aviez été grand prêtre à Thèbes lors de l'assassinat de Toutankhamon. Oui, j'étais le prêtre qui a enseigné la cosmogonie égyptienne à Amenophis IV, qui est devenu ensuite Akhenaton, et un jeune prince égyptien qui s'appelait Ossissé, et qu'un jour Akhenaton allait appeler Sauver des eaux. Comment vous savez ça? Oui. Parce que je le sais, parce que dans mes voyages astro, là-haut, on m'a tout appris. Mais la prochaine fois, ramenez-nous un truc. Laurent, c'est immatériel, c'est des choses, c'est des flashs, des informations qui sont virtuelles, qu'on ne peut pas ramener. Mais je trouve ça génial. Remarquez ici, Laurent. Quand j'ai dit, il y a de ça 45 ans, puisque dans mon atelier d'architecture chez Auguste Perret, il y avait les plus grands égyptologues qui étaient là, comme Clément Robichon, qui est aujourd'hui à 90 ans et qui fait autorité là-bas à Luxor. Quand je lui ai dit que j'étais le prêtre qui avait assassiné Toutankhamon, il m'a dit « Mais Toutankhamon n'a jamais été assassiné. Il est mort de sa belle mort. » J'ai dit « Non, il a été assassiné. » Et c'est à 10 ans que les égyptologues américains ont découvert qu'il avait été assassiné, que je lui avais défoncé le crâne. Vous? Oui, bien sûr. Et pourquoi vous avez fait ça? Ça, refermez-nous! Non, il y a prescription! La garde! Il y a prescription! Bon, on continue. 3 000 ans se sont écoulés. Dans ce livre Trajectoire, vous disiez aussi que vous aviez été une jeune prostituée. Oui, du j'étais temps de une Louis jeune XV. fille enlevée par les dragons du roi, amenée à ce lieu de plaisir qui s'appelait le Parc aux Cerfs, en bas des Champs-Élysées, et j'ai servi de chair fraîche aux rouets du roi et à Louis XV, baladure. Sympa, comme job. Bon, alors en fait, vous êtes basque. C'est génial, non, en tout cas, parce que je trouve que, vu le prix que ça coûte de faire des voyages astro avec des vraies fusées et tout, lui, ça lui coûte pas un rond. Après tout, il emmerde personne. Tout à fait. On va le laisser faire, il n'y a pas de raison. En fait, ça nous coûte rien. Ah non, nous, jusque-là. En fait, vous êtes basque et vous descendez des Atlantes, en fait. Les Basques sont une des plus vieilles races du monde. Ils descendent des Atlantes. Voilà, vous expliquez l'unicité du peuple basque par le fait qu'ils descendent des Atlantes. C'est-à-dire que l'Atlantide... Comme les Mayas. Oui, l'Atlantide, c'est un continent qui était au milieu de l'océan Atlantique.
Atlantique, quoi. Vous dites que vous êtes une vieille âme réincarnée, bien entendu, parce que vous croyez à la... Non, sur cette planète, mes souvenirs remontent de plus loin, il y a 78 000 ans. Oui, c'est-à-dire vous êtes venu ici sur Terre il y a 78 000 ans. Il y a 78 000 ans venant de la constellation de l'Aigle. Ne les faites pas, hein. C'est pas mal, hein, mais j'ai des secrets. En venant d'Altaïr, c'est ça? En venant de cet soleil bleu, enfin de cette étoile bleue qui s'appelle Altaïr, nous étions venus commencer une civilisation ordonnée dans ce monde terrestre où les Cro-Magnons avaient réussi à détruire les Néandertaliens qui étaient des animaux ou des humanoïdes un peu lents. Frustres, oui. Et nous sommes venus ici pour leur apporter une civilisation et un ordre. Si on me demande de faire un résumé, je peux pas là. Il faut suivre, jeune homme. J'essaye, mais en tout cas, c'est comme dans les jeux, vous savez, les jeux... Et il paraît que vous ramenez un truc. Tout à l'heure, j'ai déconné en disant que pourquoi vous ne ramenez pas quelque chose, mais il paraît que dans chaque vie, il reste une forme d'oreille. Oui, il y a des souvenirs qui restent. C'est ça. Mais vous-même, vous les avez. Parfois, vous allez dans un pays. Thierry, il a été quoi avant, par exemple? Tout à l'heure, je disais que vous allez dans un pays, dans un lieu, et brusquement, ce lieu, vous le reconnaissez. Vous dites, je suis bien dans ce lieu. Ouais. Derrière, ça va se passer comme ça. Ou vous rencontrez un être. Et cet être, vous êtes indifférent, vous ne l'avez pas connu, ou un être, brusquement, vous êtes attiré vers cet homme, vers cette femme, vers ce vieillard, d'une façon irrésistible, complètement illogique, parce qu'il a été très proche de vous dans une vie passée. Et si vous expliquez le déjà-vu, ce qu'on appelle le déjà-vu, par une vie antérieure. Bien sûr. C'est ce que je t'ai dit. Moi, c'est comme ça que j'explique les choses aussi. Hein. Bon, vous avez connu Sheila dans ses vies antérieures? Non, parce qu'elle aussi, elle dit qu'elle était moine tibétain. J'en ai parlé avec elle. Et alors, vous êtes connu à l'époque? Non, parce que moi, j'étais moinillon bouddhiste il y a au 8e siècle au Japon, en Nara. Ils ne sont pas connus. C'est con de rater Sheila. Alors Thierry, il était quoi Thierry avant? C'est un officier austro-hongrois en 1815 par là. Ah, j'ai pas connu Sissi alors. Non, mais vous avez lutté contre Napoléon Ier en tout cas. Il était sur l'usurpateur, oui. Il était sur quelle chaîne? Le Buonaparte. Alors dites-moi, il y a un truc quand même. Je ne veux même pas lui demander ce que j'étais. Moi, je veux pas le savoir. Bon. Fille de joie. Fille de joie. Fille de joie. Tiens, j'étais ici. J'aurais mieux fait de la fermer. Vous l'avez cherché, Laurent. Alors. Non, Paco, il y a un truc quand même, c'est que putain. Quand vous êtes parti d'Altaïr, il y a donc 78 000 ans, vous étiez en train de faire l'amour. Enfin, on ne faisait pas l'amour sur Altaïr, mais vous étiez dans une période vibratoire. On est des humanoïdes, j'étais un homme en chair et en os. Mais vous faisiez quand même l'amour quand vous êtes parti. Bien sûr, nous étions des scientifiques. Quand vous a envoyé sur la Terre, vous étiez en train de faire l'amour. Et c'est pour ça que vous avez déclaré... La baise m'a toujours dégoûté, c'est-à-dire parce que vous avez eu ce coitus interruptus sur Altaïr il y a 78 000 ans. D'où tenez-vous ces informations? Je sais pas, moi j'étais un grand baiser quand j'étais jeune. Non, attendez, vous dites que vous avez été puceau jusqu'à l'âge de 30 ans? J'ai dit ça. Ouais, c'est faux. Non, je sais pas, moi je l'ai pas inventé. Attendez, oui, mais moi je lis tous les jours dans la presse des trucs hallucinants. Ouais. Par exemple, que j'ai annoncé la fin du monde. Oui, d'accord. C'est énorme. Ou alors que j'ai payé des billets de train à toutes mes ouvrières pour qu'elles partent en juin. Oui. En juin, je fais ma collection. Oui. Même cela dit, le 11 août, la maison Paco Rabanne est fermée quand même. Ah. Non, mais attendez, si j'ai bien compris, il faisait un trou dans la terre et c'est ça? Non, oui, c'est pas ça. Non, si, j'ai appris. J'ai dit comment la première fois que j'ai baisé. Oui. Le coït, le premier, c'était j'avais 9 ans. À 12 ans, dans Bretagne profonde. À Morlaix. À Morlaix, j'avais une envie déjà rien de faire l'amour. Vous savez qu'on a 12 ans, à l'époque, il n'y avait pas cette télévision permissive, tous ces écrits, etc. Eh bien, j'ai fait un trou dans la terre et j'ai joui, j'ai baisé le sol, j'ai joui. Et au moment où j'ai joui... C'est pour ça que depuis, il y a des vieilles taupes qui vont à ces défilés. Non, jeune homme. Laurent, ça va être difficile, Je peux vous le dire, Paco, ça va être difficile. On ne peut pas parler sérieusement ici. Si, on va. Au moment où j'ai joui, il y a eu un tremblement de terre, c'est-à-dire léger, frémissement, et il y a eu un flash. Prétentieux. Non, je baisais bien à l'époque. Et il y a eu un flash blanc de lumière, et les parfums de bruyère, d'ajonc... Elle est partie. Bon, où est-elle, la bruyère? Elle était là, oui. Bon, on continue, allez, on continue. Bon, ça m'a enivré. Et je raconte simplement les choses telles qu'elles sont passées, puisque nous sommes une époque de totale permissivité, on peut tout dire. Bien entendu, sauf que donc vous dites aujourd'hui... Moi, je m'en fous, j'étais pute alors. Vous dites aujourd'hui officiellement, vous n'avez pas été puceau. Et toi, t'es quoi, gardien de pute? J'aime les ballons. Vous n'avez pas été puceau jusqu'à l'âge de 30 ans. Non, tu parles. À 2 ans déjà, il niquait. Bon, d'accord, alors on continue.
Alors, votre vie actuelle, Paco, votre vie actuelle est la dernière avant votre retour sur Altaïr, ça c'est vrai? Non, cette incarnation terrestre est la dernière puisque j'ai accompli tous vos cycles. Tous les cycles. Bon, peut-être vous ne le savez pas, mais les cycles... Si, je connais la théosophie. La théosophie, un cycle, c'est un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Par exemple, l'Antéchrist, lorsqu'il viendra, il régnera un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, un temps étant 1 mois pour lui. Donc ça fera 47 mois. Et moi, c'était un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, c'est-à-dire 78 000 ans, puisque le Soleil met 25 000 années à faire le tour des 12 signes astrologiques. Mais c'est une question de connaissance, de savoir. C'est un savoir perdu, un savoir dont je suis parti à la quête de ce savoir quand j'avais 7 ans. Très bien. Alors justement, Paco, votre grand-mère était médium quand même, faut le dire. Elle vous a dit plus que ça. Elle était XXL. Non. Non, ma mère était médium malgré sa dialectique marxiste. Elle était marxiste, ma mère. Elle était médium. Votre mère était marxiste, elle était médium. Et ma grand-mère était une grande magicienne. Elle m'a appris le secret de l'eau, le secret du sel. Elle m'apprenait à tuer quelqu'un. Elle vous a dit, c'est toi qui as reçu le don de la famille. Dans votre famille, il y a un don. Il y a un don qui se transmet de génération en génération. Sauf que votre mère, elle voulait pas l'assumer parce qu'effectivement, elle était marxiste, comme vous venez de le dire. Mais votre mère, vous avez quand même voulu vous appeler Ruben. Et dites-nous ce que c'est Ruben. Ruben, c'est l'archange, un archange très important. De la porte du Verseau. De la porte du Verseau. À Jérusalem. Mais oui. Donc c'est des signes tout ça. Tiens. Bon. Alors le livre s'appelle 1999, Le Feu du ciel. Donc je le montre, à la caméra comme on fait à la télévision. C'est mon 8e bouquin. C'est votre 8e bouquin. C'est chez Michel Lafon. Et pour ce siècle-là, parce que non, avant j'étais jamais écrivain. Jamais. Ah bon. Non. Et pendant 2 ans, j'ai voulu faire ce bouquin parce que c'est une vision. Racontez-nous la vision que vous avez eue quand vous aviez 17 ans. Jeune, oui. Quand j'avais 17 ans, je suis venu à Paris pour m'inscrire aux Beaux-Arts à l'atelier d'Auguste Perret pour faire l'architecture. Et quand je me promenais dans les rues de Paris, j'étais obligé de me boucher les oreilles car j'entendais les hurlements des gens qui brûlaient vifs dans les rues, et je voyais des gens, puisque nous étions quai Malaquais aux Beaux-Arts, se jeter dans la Seine et continuer à brûler dans l'eau. Et ce truc me perturbait, j'étais obligé de me boucher les oreilles. Et cette vision m'a poursuivi très longtemps. Et quand j'ai commencé à étudier toutes les prophéties, qui, depuis le IVe siècle, que ce soit Saint-Odile, il y en a des centaines, toutes parlent de cette éventualité de Paris un jour brûlera. Voilà. Et il y a 2 ans, vous avez réalisé que ça allait être maintenant. Et il y a 2 ans, comme je lisais Nostradamus depuis 45 ans, brusquement, Nostradamus est entièrement ouvert, d'une façon très simple. Or, il y a 2 personnes qui donnent parce qu'on sait que Paris, un jour, périra dans les flammes, c'est dans toutes les prophéties. On ne sait pas quand, car c'est un interdit de ne pas savoir. Or, il y a 2 personnes qui donnent les dates. C'est Nostradamus dans le fameux quatrain. On va en parler. En l'an 1999, il dit, on y va d'ailleurs, c'est la 10e centurie. Nostradamus dit, du ciel viendra un grand roi d'effrayeur. En 1999. C'est donc la seule date que donne Nostradamus dans toutes ses prophéties. Et il y a une voyante de l'Aphrodite, Marie-Julie Jeannet, extraordinaire, et qui est morte en 1946, qui dit avant la fin du siècle, Paris brûlera, et ça sera pendant une journée obscure, c'est-à-dire l'éclipse du soleil. Alors, moi, j'ai cherché, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être? Qui a dit, je ne serai pas là, mais pensez aux autres? Non, mais moi, je croyais au début que c'est qu'un astéroïde géant allait venir frapper Paris et que la ville était détruite. Et il y a 2 ans, dans une conférence que je donnais en province, un chercheur du CNRS m'a dit, Monsieur Rabat, nous avons répertorié tous les objets célestes, rien ne viendra frapper la Terre en 99. Mais, me dit-il, c'était il y a 2 ans, je n'étais pas au courant, me dit, la station Mir est en très mauvais état actuellement, et c'était il y a 2 ans, elle descend de plus en plus en orbite basse, et nous pensons qu'elle s'abîmera sur la Terre en 99. Je dis, où ça? Il me dit, dans l'océan Pacifique, au sud. Les médias parlent toujours d'un météorite dans l'océan Pacifique. Oui. Et moi, je dis, mais est-ce qu'il y a une orbite qui passe au-dessus de Paris? Il me dit, oui, une orbite qui passe au-dessus de Paris. Et il me dit, c'est lui qui me dit, et nous savons qu'il y a du plutonium à l'intérieur de Mir. Dioxyde de plutonium, absolument. Et là, j'ai eu un flash, j'ai vu cette bombe. Voilà, vous avez vu cette bombe. Et tous les 4 ans de Nostradamus se sont ouverts. Vous dites que donc, ce que vous dites, c'est qu'il y aura, suite à l'éclipse,
Non, mais vous avez posé une question, mais je veux bien que ce soit clair pour tout le monde. C'est vrai que c'est pas évident. Entre les deux éclipses. Voilà, il y a une éclipse le 28. Une seule éclipse. Attendez. Il y a une éclipse. 28 juillet, éclipse de lune. Là, on fait la théorie de Paco. Il y a une éclipse le 28 juillet. Éclipse de lune. Première éclipse. Deuxième éclipse le 11 août. Et vous dites que les interférences magnétiques créées par ces éclipses vont faire tomber le 11 août 1999 à 11h22. 11h22. À l'abbaye de Simiès. Voilà. À Simiès, il y a une fresque énorme qui date du XVIIe siècle. Il dit « Tu connaîtras l'heure de ta mort, mais pas le jour ». Et on voit l'éclipse de soleil dessinée et une horloge qui est arrêtée à 11h22. Alors, ce que vous dites, c'est que, en fait, la station Mir, aujourd'hui, qui est une station soviétique, enfin russe désormais, c'est une bombe atomique sur orbite qui a à peu près la puissance de 1000 Hiroshima. C'est ça, hein? Ben, écoutez, Mir a été conçu par M. Brejnev, qui n'était pas un tendre ni un rigolo. Et quand il a lancé Mir, c'est Gorbatchev qui a lancé Mir, mais c'était l'objet de Brejnev. Reagan a lancé sa fameuse guerre des étoiles, a dit si les Russes lancent des engins contenant des bombes atomiques, nous allons lancer des engins tueurs, des satellites tueurs avec des réserves. Alors, c'est pas moi qui le dis. J'avance. Une question, Yvan. Vous vouliez poser une question? Non, je suis perdu là. Non, mais parce que suivez, je n'ai pas compris. Il n'y a pas que le cinéma dans la vie. J'entends bien. Non, mais je suis perdu parce que ça peut avoir des conséquences incroyables ce que vous nous racontez là. Non. Mais si, mais s'il y a des âmes sensibles qui prennent ça au premier degré. Il y a des gens qui peuvent vous croire. Mais les gens ne me croient pas. Ils disent c'est un allumé. On ne me croit pas. Les voyants sont faits pour être allumés. Non, mais c'est pas une question d'être allumé ou pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir des réactions vachement violentes. Mais justement, pardon. Je m'y attendais. Je pensais. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai voulu m'arrêter de parler en 94, j'ai été voir une jeune femme stigmatisée, une nonne, et la Vierge nous est apparue. La Vierge lui a dit, dites à mon fils bien-aimé Paco Rabanne que surtout, il n'arrête pas de parler. Nous voulons qu'il continue de parler, qu'il ne craigne rien. De là-haut, nous le protégerons. Or, moi, quand j'écris ce bouquin, je me dis, il y a suffisamment de cons dans Paris, il y a suffisamment de dingues, je vais recevoir des lettres de dingues et je vais recevoir des crachats, des injures. Oui, or, à ma grande surprise, je reçois des lettres actuellement, j'en ai tout ça sur mon bureau, fabuleuses lettres. Merci d'avoir écrit ça, etc. Attendez, Paco, il y a quand même un truc. Quand vous avez écrit ça, vous êtes allé voir votre éditeur, qui est Michel Lafon, et qui vous a dit tu peux pas écrire ça. Et oui, c'est pas possible. Il m'a dit j'ai déjà fait Rick Azaray. Et vous Je connais Michel Lafon, il m'a publié moi aussi. Tiens, d'ailleurs, tu me dois de l'argent, Michel. Et vous dites à ce moment-là, j'ai deux solutions. Soit je me tais et je perds le sommeil et je deviens fou. Ça, j'en trouve le sommeil. Soit je parle et je risque de passer pour un fou. Cela dit, donc vous avez préféré être ridicule, disons, à bien dormir. Enfin, comme dit Yvan, vous empêchez quand même un peu les autres de dormir. Mais non, mais c'est... Mais non, parce s'il n'est pas là le 11 août, rien ne se passera. C'est pas la destruction de Paris qui est importante. Bon, mais c'est un détail. Je viens d'acheter un appartement, je suis emmerdé, c'est tout. Voilà les réactions des gens. Oh, monsieur Rabat, c'est pas possible. Monsieur Rabat, je viens d'acheter un studio. Mais oui, c'est pas un studio, mais bon, qu'est-ce que je fais, moi? Mais non, mais c'est pas, mais qu'est-ce que je fais, moi? C'est pas la question. Revendez-le. Tout de suite. Bon, je vais faire une petite annonce immobilière. En vue de chute de satellite, vend superbe appartement. Non, mais attendez, il y a un truc que vous avez dit tout à l'heure, c'est que les prophéties étaient faites pour qu'on les contrarie. Alors, est-ce qu'on peut Pourquoi croyez-vous que j'ai écrit ce bouquin? Alors, est-ce qu'on peut sauver Paris? J'ai écrit ce bouquin pour que cela n'arrive pas. Alors, on a jusqu'au 11 août pour sauver Paris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans un journal du matin, Le Figaro pour ne pas le nommer, il y a 1 mois et demi, c'est un article comme ça. Les Russes demandent aux Américains qu'on leur prête la navette Atlantis pour aller chercher quelque chose de très important dans la station Mir. Les Américains répondent « Attendez, qu'est-ce que c'est que vous voulez démonter ?» Les Russes ne répondent pas. Les Américains ont répondu « C'est écrit noir sur blanc. Nous ne pouvons pas vous prêter la navette Atlantis. Lancer la navette Atlantis coûte 5 milliards de dollars. Et que le gouvernement du monde donne 5 milliards de dollars aux Russes. Très bien. Comme ça, ils démontrent cette saloperie. Astrid, je vous en prie, Astrid, une question. 5 milliards aux Russes, vous revendez l'appartement. Vous annoncez... On va se cotiser, là, je crois. Vous annoncez 2 éclipses. Les études prouvent qu'il n'y en a qu'une, donc à partir de quoi attendez, vous basez, c'est ce que je veux savoir. J'ai bien compris votre question, on va y revenir après. Avec Philippe Zarka. Attendez, il y a 2 je vais terminer. différentes. Une de lune, le 28 juillet,
Et ça, c'est scientifique. Là, tout à l'heure, mon contradicteur qui va venir, voilà, on en parlera. Et je rigole, vous dira... Lui aussi. Oui, lui aussi, mais je m'en fous. Parce que moi, les scientifiques qui me disent que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières françaises parce qu'il n'avait pas de visa, eh bien moi, je rigole quand les scientifiques parlent. Bien. Alors... Maintenant, on va conclure pour cette partie de votre interview. Autre chose que je voudrais vous dire. Ce soir, on vous met le feu. La semaine dernière, j'ai un ami, puisque je vais souvent en Argentine, vient de m'appeler de Buenos Aires, dans le nord de l'Argentine. Buenos Aires, je le dis pour les téléspectateurs. Voilà. Pour les malentendants. Un Soyouz est tombé en Argentine, dans le nord d'Argentine, il contenait du plutonium. Ouais. Mais c'était simplement un moteur au plutonium. Ouais. Donc vous voyez... C'est plus sympa. Alors en tous les cas, avant... en tous les cas, je veux dire, vous êtes... Paco, vous nous dites qu'on va tous mourir le 11 août, qui va nous déconner en attendant, quoi. Pourquoi vous serez là le 11 août? Non, je pensais pas faux, la petite. Alors, Astrid, elle bosse à Paris le 11 août. Il y a 2 chances sur 100 pour que vous ayez raison, mais je vais pas prendre le risque. Attendez. Donc, on va en rester là. On va en rester là pour le moment. La seule chose... Non, pas que je vais pas rester là, je vais me tirer. Parce que moi, je suis fataliste. On va en rester là. Mesdames, messieurs, Astrid, je sais que vous travaillez le 11 août et vous avez raison, votre carrière est en train d'exploser. Là. C'est qu'à te dire, elle va vraiment exploser le 11 août. Bon, alors vous avez dit, Paco Rabanne, si je me trompe, je ne parlerai plus jamais de prophétie. Donc, vous le dites à la télévision, ça c'est pas... Vous le dites, on vous rediffusera la bande après dans chaque interview pendant 78 000 ans. Bien sûr, si on ne demande pas la bombe, c'est tout ça que ce sera vu au sud de tout le monde. Bien. Si ceci n'arrive pas, je ferme ma gueule définitivement. D'accord. Et puisque c'est pour le 11 août, et puisque tout va être détruit à Paris le 11 août, est-ce qu'on peut lancer un appel à tous les Parisiens, attendez le 12 août pour acheter quoi que ce soit chez Paco Rabanne? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je dirais simplement, j'ai des amis qui veulent acheter un appartement, je le dis, attends septembre. Alors, le livre de Paco Rabanne est publié chez Michel Lafon et vient de sortir un livre comparable, disons, qui est publié chez Robert Laffont. C'est le livre qui s'appelle « Le passage de tous les dangers », qui est signé Elisabeth Tessier, que nous accueillons maintenant. Elisabeth Tessier, bonsoir. Vous connaissez Yvan Le Bolloc, Astrid Veillon, Paco Rabanne, vous le connaissez. Je tiens à dire que le livre d'Elisabeth Tessier est sorti 3 mois avant le mien. Ah bah d'accord. Avant le mien. Bon d'accord, oui. Comment ça? Il est sorti le 15 avril, c'était 3 mois Oui, 3 mois. Et le mien est quand, juste il y a eu 2 semaines. Nous ne sommes jamais que le... 2 mois. Non, 15 avril, ça fait pas 2 mois. Un mois, mettons un mois. Quand je pense qu'il y a un voyant à la con qui va en sortir un le 12 août. Bien. De toute façon, vous connaissez parce que Elisabeth Tessier était mannequin, travaillait chez Chanel. J'ai eu la chance d'avoir comme mannequin dans les années 80, elle était superbe. J'ai jamais été votre mannequin, mais j'ai fait des photos pour vous, dont je me souviens, la magnifique robe métallique, là. Bien sûr. Et je considère Paco comme un couturier absolument génial. Ah oui, il est génial, je vais à tous ces défilés, mais je n'ose plus le dire après ce que j'ai entendu de ce que on va en parler. Donc, on en a parlé. Et des vieilles taupes. On en a parlé. Vous n'en êtes pas une. On en a parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut dire, c'est donc, effectivement, vous avez été... Vous avez été mannequin, Elisabeth. Vous avez été mannequin. Vous avez quand même Adriana Carambeu est très connue parce qu'elle elle est très célèbre. Elle est dans le Guinness Book des records parce qu'elle a des jambes qui mesurent 1m24. Et vous, vos jambes mesurent quand même 1m15. Pour une taille de 1m75. Vous en savez des choses, Thierry. Je sais tout. C'est peut-être parce que vous êtes nés le même jour que moi. Sans doute. Nous sommes nés le 6 janvier, il faut le dire. Nous sommes deux Capricornes. Comme Jeanne d'Arc. Hein. Ah, comme Jeanne d'Arc. Ah, je ne savais pas. Mais oui. Si vous restez ici, vous brûlerez à Paris. Moi, je ne suis pas pucelle. Alors, vous avez été viré d'ailleurs de chez Chanel parce que vous avez fait une photo dans François avec une robe qui valait 69 francs 95. Dites donc, vous en savez des choses. Et ça a beaucoup énervé la maison Chanel. Oui, voilà. Surtout qu'elle était en train de créer. Alors Paco doit comprendre ça un mois avant que sortent des robes à 10 ou 15 000 francs, quand à l'époque c'était des anciens francs. Donc il faut dire ça. Vous avez été comédienne.
Oui. Alors vous râlez à chaque fois quand vous parle du film que vous avez fait en 71 avec Benazera, ça s'appelle Frustration. Oui, moi j'ai vu le film. C'est un film parmi 20. Non mais attendez, voilà, et je pense pas, alors je vous le dis publiquement, quand on vous voit dans ce film, vous êtes magnifique, et je ne vois pas quel problème il y a à dire... Surtout que c'était pas du tout... justement, j'ai fait un procès que je viens de gagner, d'ailleurs, contre Penthouse, il faut bien le dire, parce que ce qui... mais Penthouse a publié des photos, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Mais le film lui-même, Benazera fait l'intellectuel du cinéma porno. Vous voyez déjà qu'elle était lune ascendant verge. Comme c'est mignon. C'est gentil. Donc non, le problème c'est que ce livre, ce film Frustration est sorti, enfin l'article de Penthouse... Qui était érotique et pas pornographique. Voilà, est sorti à la même époque qu'un bouquin de vous qui s'appelle Sous le signe de Mitterrand. Oui. Parce que c'est vrai que vous avez été très proche, et vous l'avez écrit dans ce livre, Sous le signe de Mitterrand, de François Mitterrand, qui d'ailleurs voulait, à un moment, recréer pour vous une chaire d'astrologie à la Sorbonne. Bon, je ne pense pas que ça allait jusque-là. Non, il m'a aidé dans certains contacts, mais il n'avait pas ce pouvoir-là. Vous savez, le monde universitaire a ses propres lois. Il voulait un abonnement à Télé 7 jours. Alors, pour rester un petit moment sur François Mitterrand, la première fois que vous l'avez rencontré, vous avez dit que vous ressembliez à Ava Gardner. Oui, c'est vrai. Vous voyez, j'étais loin de la vieille taupe. Et il vous a laissé 9 mois, quand même, c'est un vrai séducteur Mitterrand, parce qu'il vous a laissé 9 mois sans vous rappeler. Une gestation. Il vous a laissé mariner pendant 9 mois, quand même. Hein. Il y en a d'autres à qui il l'a fait. Oui. Est-ce que vous croyez qu'il aurait... Est-ce que vous croyez qu'il aurait été aussi intéressé si vous n'aviez pas été aussi jolie? Peut-être que ça a joué un rôle comme ça, plus ou moins secondaire. Mais après, pas du tout. Je crois que c'était vraiment très orienté, très technique. En fait, nos rapports ont toujours été... Oui, parce qu'il m'appelait très fréquemment. Mais il vous demandait, ce qui est incroyable, c'est qu'il vous demandait des thèmes sur ses amis et ses ennemis, comme si les écoutes téléphoniques ne lui suffisaient pas. Il voulait en savoir plus, quoi. Ah, bien entendu. Il était cancer sur la fin. C'est pas le... Oui, à la fin, il était cancer ascendant. Alors, on va dire quand même, avant de commencer à parler... Les écoutes ne racontent rien sur les gens. Oui, avant de parler de votre livre, quand même, ce que vous avez prévu, parce que mine de rien, vous avez prévu les changements à l'Est, c'est-à-dire la chute du communisme, dans Horoscope 83. Ça, c'est l'horoscope, ça, c'est la prévision dont je suis plus fière, parce que c'est celle qui 15. Non, mais j'ai tout trouvé. Hein. Horoscope 83, page 15, vous prévoyez les changements à l'Est. Dans Horoscope 87, page 40, vous prévoyez le krach boursier. Dans Vos étoiles en l'an 2000, vous prévoyez la guerre du Golfe. Dans Horoscope 86, page 36, vous prévoyez Tchernobyl. Dans Télé 7 jours, vous prévoyez la chute du mur de Berlin. Et vous avez même prévu votre divorce. 5 ans C'est avant. vrai. Alors ça, c'est intime, mais je n'en parlerai pas. Ouais. C'est vrai que j'avais... Non, mais c'est amusant à dire quand même. C'est pas mal, hein, tout ce que vous avez trouvé. Oui, mais ça, ce sont quelques prévisions, je vous assure. Ouais. J'ai l'air présomptueuse de dire ça, mais j'en ai fait beaucoup plus que ça. Vous pouvez pas nous dire le prochain président de France Télévisions, ça nous arrangerait? Non, ça, c'est de la voyance, il faut s'adresser à monsieur. Oui, et l'audience... Si c'est Anne Gaillard, c'est une connerie. Alors, le passage de tous les dangers, donc chez Robert Laffont, donc lui c'est Michel, vous c'est Robert. Donc quand notre ami Paco Rabanne dit que c'est la station spatiale Mir, la station russe, disons, qui va s'écraser... Je dis Mir parce qu'il est dans Nostradamus. Oui. La paix, longtemps la paix, terres inhabitées. Et Mir, ça veut dire paix en russe. Oui. Et vous... Elisabeth Tessier, elle parle de la sonde Cassini-Huygens. Voilà, alors ce que je vais expliquer, à ce moment-là, ce que je vais expliquer à nos amis téléspectateurs, parce qu'il faut que ça soit clair pour tout le monde. Vous, c'est votre boulot, mais pour les gens, c'est pas toujours très clair. Donc vous parlez de la station orbitale russe Mir, qui doit tomber sur Paris. Elisabeth Tessier, elle, parle effectivement de la sonde Cassini-Huygens, qui a été envoyée sur Saturne par les Américains pour y arriver en 2004, qui contient une pile nucléaire de 33 kg de dioxyde de plutonium radioactif et qui va frôler la Terre à 1170 km le 11 août 1999. C'est bien ça. Voilà, il faut dire que cette sonde qui est partie en octobre 97 et qui doit revenir là cet été, comme par hasard, aux approches de l'atmosphère terrestre, qui va donc s'en approcher, comme vous venez de dire, très très près, puisque ça c'est un cheveu, puisqu'elle arrive à 68 000 km, à une vitesse de 68 000 km à l'heure, ce qui est une vitesse météorique, et elle va donc arriver à 1180 km de la Terre, ce qui est très peu, un cheveu, et pour subir une manœuvre très importante, très délicate, d'accélération pour repartir vers Saturne, où elle arrivera en 2004. Alors, si vous voulez, ce qui m'inquiète... Parce qu'Astrid est à Paris. Bon, alors, oui, mais on dit que la manœuvre... Non, mais attendez, j'ai pas fini. Et ce qui, moi, m'interpellait, si vous voulez, c'est le timing. C'est que cette accélération, cette manœuvre doit avoir lieu comme par hasard. Je l'ai appris par pur hasard, parce que le frère de mon éditeur allemand est à la NASA, travaille avec la NASA. Et quand il a vu mes prévisions en Allemagne, il a fait gloup et il m'a téléphoné. Et il m'a dit, mais vous savez qu'il y avait cette sonde. Moi, sinon, je ne l'aurais jamais su.
Et ce qui m'a interpellée, justement, c'est que cette manœuvre doit avoir lieu entre le 11 et le 18 août. Ouais. Et c'est pour ça. Et là, maintenant, c'est pour ça que je fais une pétition, un appel au peuple en disant, moi-même, j'ai un site sur Internet, et je dis, je me suis procuré le site de la NASA en disant aux gens, essayez de demander que cette manœuvre ne soit pas faite entre le 13 juillet et le 8 septembre. D'accord. Parce que c'est une période voilà, vraiment donc nous sommes en Faut présence. les travaux pendant les vacances. C'est comme dans les rues en face de chez moi. Ah, c'est chiant. Donc voilà, donc maintenant, j'espère que c'est clair. Attendez, pour tout si le j'ai monde. bien compris, il y a Mire et il y a une il y a tout qui nous tombe sur la gueule. Voilà, Non, mais attendez, attendez. Il y a une période troublée, clairement. Il y a une période troublée qui est autour du 11 août. Effectivement, pour Paco Rabanne, c'est la station orbitale Mir. Parce que j'ai retrouvé son nom. Pour Elisabeth Tessier, ça pourrait être, évidemment, c'est décédé. Paris incendié, est-ce qu'elle voit Paris incendié le 11 août? Non. C'est la merde entre vous, hein? Justement. C'est le frontispice de l'édition originale de Nostradamus qui montre en haut la décapitation d'un roi et en bas une ville qui brûle. Très bien. Justement, alors, alors moi, je voudrais maintenant. quand même dire juste une chose, s'il vous plaît. Je voudrais juste dire un une mot, parce chose. que là, il faut avancer. Oui, Ben oui, allez-y. mais écoutez, vous Non, permettez, mais il faut avancer. Mais attendez, je vous dis pas que c'est fini. Je voudrais juste dire que Nostradamus, on lui fait dire tout et le contraire depuis les 30 000 ouvrages d'exégèse, d'interprétation, etc., qui ont été faits sur lui, écrits sur lui, et qu'il a dit lui-même qu'il ne serait pas compris avant l'an 2050. Très bien, ça nous laisse un peu de temps. Très bien. Non, c'est pas ça, c'est que toutes les interprétations qu'on fait pour l'instant ne sont pas forcément justes. Chers ennemis, nous passons maintenant au talk show. Et j'accueille, pour apporter la contradiction à Elisabeth Tessier et Paco Rabanne, j'accueille Philippe Zarka du CNRS et Alain Gillot-Pétré. Ça leur fait pas plaisir, hein? À mon avis, ils veulent bien savoir l'avenir, mais ils veulent pas savoir la météo, ces deux-là. Le scientifique, je veux bien, mais M. Gillot-Pétré n'a aucune compétence. Il va sortir le côté vraiment, ça va être monstrueux. Alors ça, c'est dégueulasse. Mon copain Gillot. C'est un homme que j'aime beaucoup, parce que je le vois, par exemple, lorsqu'il présente la météo, il est superbe. Et c'est un homme mais lorsqu'il parle de ces phénomènes-là, il est trop rigoriste. Attendez, vous pensez qu'on est assez bête pour... nous, on est là pour écouter. Non, parce que je sais exactement ce qu'il va dire. Ah bon, pas moi. C'est pas moi ce qu'il va dire. Parce que... Hélas, on le sait. C'est sympa. Alors, quel temps il fait demain dimanche? Alain Gillot-Pétré, bonsoir. Vous savez... Tu sais que t'es vraiment... Philippe Zarka, bonsoir. Tu sais que t'es vraiment un nul. Alors, mais non, c'est un homme remarquable. Ah non, c'est un nul. Vous êtes capable de nous dire que Paris va être incendié le 12 août, et lui, il n'est pas capable de nous dire la météo dans 3 jours. Si vous avez été Majax, ça aurait été la même chose. Bon, écoutez, on va voir. En tous les cas, donc j'accueille Philippe Zarka, bonsoir. Vous êtes un honnête homme. Vous êtes chargé... J'essaye, monsieur. Philippe, vous êtes chargé de recherche au CNRS, au département de la recherche spatiale. Hein, à l'Observatoire de Paris. À l'Observatoire de Paris. Et Alain Gillot-Pétré, évidemment, on ne le présente plus, puisqu'il aura le droit de parler. Il se présente tous les soirs. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas dans votre exposé là, dans cette confrontation, c'est que vous assimilez mes dires et mon travail et ma démarche professionnelle à celle de Paco, que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas la même démarche du tout. Alors quand vous dites apporter la contradiction à Elisabeth et à Paco... Qu'est-ce que dire qu'il n'a pas la même démarche? Il boite un peu. Elle est astrologue. Bah non, il n'est pas astrologue. Je ne suis pas astrologue. Je ne suis pas couturière. Elisabeth Tessier, Paco Rabanne. Attendez, j'ai dit tout à l'heure... Non, mais attendez. J'ai dit tout à l'heure que Paco Rabanne avait des flashs, comme celui qui nous a raconté sur les gens qui se jettent dans la Seine, et que vous interprétiez et vous calculiez à partir des astres. Donc j'ai bien fait une différence entre votre façon de travailler. Donc voilà, maintenant quand je dis la contradiction, parce qu'il se trouve effectivement que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Alors justement, je me tourne vers vous pour commencer, Philippe Zarka. Est-ce que... oui, enfin bon. On va commencer par Zarka. Pourquoi, Gillot-Pétré? Qu'est-ce qui se passe? Je rentre ici, je me fais agresser. J'adore ça, moi. Je me fais agresser. Je suis pas J'ai pas dit un mot que je me fais déjà insulter. Alors, non. J'étais avec vous sur un plateau, c'est pour ça. C'est le souvenir d'un ancien Paco Rabanne. Moi, je ne me souviens pas d'avoir fait ça. Si. Monsieur Paco Rabanne. Moi, je n'ai absolument rien contre vous, ni ce que vous prétendez. Pourquoi? Parce que vous faites de la divination. Vous avez parfaitement le droit, monsieur, d'avoir des flashs. Moi aussi, il m'est arrivé d'avoir des flashs. Ce sont des productions d'hormones dans le cerveau qui font qu'à un moment donné, on voit quelque chose. C'est tout à fait rationnel. C'est pas la peine de faire ça, madame. Non, monsieur Gillot-Pétré, attendez, si je vous ai... quand même, monsieur, attendez. Si vous vous ennuyez, je vous demande pardon. Donc,
Vous excusez de la façon dont vous l'avez accueilli. Oui, d'accord, je vous demande pardon. Je vous ai écouté. Mais ça va, soyons zen, Alain. Je vous remercie, monsieur, de votre honnêteté, de votre probité intellectuelle. Voilà. Je vous ai écouté, je me suis dit, ben voilà un monsieur charmant qui a des trucs de divination. On verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Mais vous, donc, je ne peux pas contredire ce que vous dites. Je vous demande humblement pardon de vous avoir agressé ainsi. C'est simplement un mauvais souvenir d'un ancien plateau où vous aviez été très violent et que vous avez dit de tous les phénomènes de voyance, foutaise. Et ça m'avait vraiment, à l'époque, un peu choqué. Bien. Parce que vous êtes une personne d'autorité. Quant à vous, Elisabeth, je n'ai rien contre vous. D'abord, je vous trouve... Pas contre vous non plus. Je vous trouve très belle. Comme Mitterrand, encore un. Très brillante. Dans votre domaine, vous êtes une star. C'est vrai. Vous êtes une star. Traduit dans 20 et vous pays. avez droit, en tant que personne, à mon profond respect. Vous êtes gentil. Maintenant, cela dit, je suis contre l'astrologie. Mais vous avez le droit. J'ai parfaitement le droit. Tout à fait. Alors, si je dis quelque chose, soyez gentil, ne m'agressez pas. Dès que je dis un mot en faisant toc-toc, comme vous avez fait tout à l'heure. Non, mais attendez. Car je veux bien me faire insulter, mais au moins faites-le oralement, avec des arguments. Je vous ai présenté mes excuses. Très bien, Paco. Eh ben vous aussi. Allez Betty, présentez-vous. C'est pas bon Betty de faire toc-toc. Je vous ai vu faire toc-toc moi aussi Betty. Mais c'est parce que c'est une vision tellement matérialiste qui rappelle le 19e siècle et qui rappelle Condillac quand il disait que le cerveau produit, sécrète la pensée. Vous comprenez, on a dépassé ça depuis très longtemps. Et alors l'autre il aurait le droit d'aller à Toutankhamon et lui du 19e siècle il n'aurait pas le droit. Très bon. Hein? Bon. McLean. Alors, maintenant, Philippe. On a dépassé ça, mais... Ah, merde, enfin. On a dépassé ça, mais on n'a rien proposé de mieux, que je sache. Mais bon. Philippe Zarka, donc Oui, vous êtes au courant de l'affaire. Un peu, oui. Il a vraiment la tête du scientifique. Philippe Zarka. On dirait que t'es joueur de boules, je te croirais pas. C'est un compliment ou une insulte? Alors, c'est un compliment. Philippe Zarka, sur le plan, alors vous êtes donc, comme je l'ai dit, chargé de recherche au CNRS. Est-ce que par exemple, pour reprendre ce que dit Paco Rabanne, est-ce que les interférences magnétiques qui vont se produire lors de l'éclipse, est-ce que ça peut déclencher des choses concernant, par exemple, la station orbitale Mir, qui nous tomberait dessus? Alors d'abord, il y a une chose à dire, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec Alain Gillot-Pétré, j'ai beaucoup moins de choses à dire par rapport à ce que dit Paco Rabanne, qui est voyant, donc c'est un peu de la magie. Donc la science n'a pas grand-chose à dire dessus. J'ai plus à dire par rapport à ce que dit Elisabeth Tessier, puisque elle se fonde, elle prétend que l'astrologie est scientifique. Elle, c'est des prévisions, et Paco, c'est des prédictions. J'ai quand même le culot monstrueux de prétendre des choses. J'arrive. Une seconde. Ah bon, vous avez... Oui, non, d'accord. J'aurais droit à ma volée de bois, le bois vert. Non, pas du tout, mais moi, j'ai absolument rien contre vous personnellement. Alors donc, bon, j'ai rien à dire sur la voyance en tant que telle. Par contre, on peut relever, bon, peut-être à l'aide de l'information scientifique, toutes les incohérences, les contre-vérités qu'il y a dans le livre de Paco Rabanne, comme dans celui d'Elisabeth Tessier. Alors, dans l'astrologie, en plus, il y a l'amalgame avec la science, donc qui n'est pas dans le cas de Paco Rabanne. Alors ça, c'est en tant que scientifique. Maintenant, il y a aussi en tant que citoyen, simplement, enfin en tant que personne, moi, là, vraiment, je m'oppose au contenu de ces deux livres parce que je trouve, on pourra développer, mais en gros, que les deux personnes qui écrivent prennent les gens pour des crétins, en gros. Et ça me gêne. C'est gentil. Ça, c'est une non, j'ai dit prennent les gens pour des crétins. On a dit qu'on était zen. Bah alors, je suis vraiment très maso parce que qu'est-ce que j'ai travaillé pour ce livre. Moi, je respecte les gens parce que je les aime. N'importe quoi. J'aime les gens de cette humanité. Et c'est pour prévenir d'un danger possible. Tout à fait. Je ne les prends pas pour des cons. Mais vous êtes peut-être sincère. Merci, je vais peut-être. Alors là, je veux dire, vous êtes gonflé comme un. Laurent Ruquier, pas besoin de parler comme ça pour être célèbre et gagnant beaucoup de fric. C'est ça. En parlant comme je parle là, je détruis ma réputation. C'est vrai. Parce que les gens se tapent sur les cuisses. Je peux vous poser une première question, alors qui n'a rien à voir avec la science. Dites-moi. Puisque vous commencez à dire que vous avez beaucoup hésité pour écrire votre livre, etc. 2 ans. Pourquoi vous avez, puisque vous n'êtes pas un économiquement faible, pourquoi est-ce que vous avez fait un livre à 100 francs? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait des campagnes d'affiches, des spots publicitaires, des choses comme ça? Parlez-en à mon éditeur, je suis en contrat avec lui. Alors non, mais vous avez d'autres possibilités. Mais ce que je fais de mon fric ne vous intéresse pas. Je peux vous dire que je suis au rouge. Je suis au rouge dans mon compte en banque. Téléphonez à mon banquier. Non, donc, mais j'ai pas besoin de vous dire ça. Et je ne possède rien. Ni château, ni maison, ni appartement à Paris, ni ma propre affaire qui ne m'appartient pas, ni de voiture. Je ne conduis pas. Bon, bah, c'est une réponse. Donc, simplement, je fais... Mina, vous avez raison.
Moi, vous savez, vous êtes scientifique. Je n'ai aucun respect pour vous. Parce que quand un scientifique dit que le nuage de Tchernobyl s'arrête à la frontière française parce qu'il n'avait pas de visa, alors je me tape sur les cuisses et je dis qu'est-ce que c'est cette science qui ne sait pas qu'un courant d'air... mais vous ne pouvez pas assimiler ce que dit une personne le plus grand scientifique de l'époque. Aux scientifiques en général. Au plus grand scientifique de l'époque. D'abord, je me rappelle plus qui a dit ça. En plus, on lui a peut-être dit de le dire. Il y a une volonté politique derrière. Un vrai scientifique ne plie pas la tête devant la volonté politique. Celui-là, excusez-moi juste de vous dire un truc. Juste de vous dire un truc, parce qu'avec toute la carrière que vous avez derrière vous, tous ces costumes, tous les parfums, tout ce qui existe sous l'étiquette, sous le nom de Paco Rabanne, que votre compte en banque soit en rouge, croyez-moi, vous n'êtes pas prévoyant. C'est vrai, je ne suis pas fourmi. Je suis cigale. C'est vrai que Paco vend 3000 tonnes, enfin, sous votre marque, se vendent 3000 tonnes de cosmétiques par an. Alors Philippe Zarka, explique maintenant. Dites-nous pourquoi c'est possible, pas possible. Moi, j'aimerais savoir la station Mir, la sonde de Huygens-Cassini. Vous savez que qu'est-ce qui va se passer? Il y a 15 jours est tombé un Soyouz en Argentine. Oui, ça arrive, effectivement. Alors, ce que Paco Rabanne a dit, en fait, n'est pas du tout impossible, dans le sens la probabilité n'est pas zéro. Ouais. Simplement, que ça se produise, et en plus que ça se produise au lieu et à la date et à l'heure où il l'a dit, ça, les chances sont extrêmement faibles. Je ne sais pas si on peut les calculer, mais c'est peut-être 1 sur 1 million, sur 1 milliard, c'est-à-dire que c'est certainement moins de chances que de se faire écraser en sortant dans la rue. Et pour arriver... donc je ne dis pas que c'est impossible. Mais entre les chances scientifiques et une prédiction, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais lui, c'est le scientifique. Il dit qu'il y a une chance sur 1 million. Mais ça, c'est aussi débile ce qu'il dit que ce qu'il dit lui. Je veux dire, mais franchement, je veux dire, on se doute bien que ce qu'il dit, c'est... Puisque c'est une prédiction, il ne se base pas sur des calculs. Non, mais il se fonde sur une vision. Et ça, c'est le côté voyance. Ouais. Ensuite, il a été interprété, sa vision. Ouais. Alors, notamment, il a été interprété avec les quatrains de Nostradamus. Or, comme l'a dit fort justement Elisabeth Tessier, ces quatrains sont très obscurs. Il y en a 942. Ils sont très clairs. Mais votre science est arbitraire, cher monsieur. Parce que vous, les théories de scientifiques que vous allez dire aujourd'hui, demain, elles vont être totalement contredites. Parce que moi, je suis architecte. C'est justement la fierté des scientifiques de ne pas énoncer des dogmes, vous dites, mais des vérités qui permettent d'être dans mon bouquin, je dis que je peux me expériences. tromper. C'est une éventualité. Le mot éventualité dit oui ou non. Bon, alors ça, c'est la manière dont... Est-ce que Philippe Zarka pourrait expliquer, parce qu'on en vient au bon... Je vais essayer d'être rapide. Voilà. Alors effectivement, d'abord, Paco Rabanne dit, si j'ai tort, c'est que j'aurais eu raison, en fait. C'est que grâce à ce que... c'est qu'en gros, grâce à ce que j'ai dit... Paco Rabanne, laissez-le parler. Bon, d'accord. D'accord, mais laissez-le, c'est ça, il faut écouter les autres et leur répondre. Non, parce qu'il dit, c'est jésuitique. Il va dire ça, il fera ça. Je déteste qu'on dise ça. Moi, dans mon bouquin, je dis, c'est une éventualité. Si ça n'arrive pas, je ferme ma gueule à jamais. Voilà. Vous dites aussi, ça peut pas arriver parce qu'un seul aura prié, ou etc. Eh bien, continuons l'émission le 12 août. Donc vous pourrez dire, voilà, c'est parce que j'ai prévenu. Stop, voilà, maintenant, stop. C'est vous qui parlez, après vous lui répondrez. Allez-y. D'abord, il faut savoir que c'est très peu... Alors, la station Mir fait un tour de la Terre en 1h30. En gros, puis elle descend régulièrement à cause de la friction de l'atmosphère. Sauf bref, hein. Tais-toi. Elle descend régulièrement à cause de l'atmosphère, et donc on la repousse régulièrement pour la remonter. Bon, alors évidemment, ça coûte de l'argent, la Russie a des problèmes, ça tout le monde le sait, donc il y a des problèmes. Bon. La Terre tourne en dessous, donc la probabilité que ça tombe exactement à un endroit, à un point donné, je vous dis, est très très faible. Bon. Alors maintenant, si ça tombait, supposons que ça tombe, qu'est-ce qui se passerait? Alors j'ai fait un petit calcul pour m'amuser, on connaît la masse de la station Mir, c'est 120 tonnes. 140, on connaît sa vitesse aussi. Si ça tombe, ça fait à peu près 10 puissance 12 joules. Bon, c'est une unité d'énergie. C'est de l'ordre de la dizaine de fois la bombe d'Hiroshima. Sans les radiations, si elle tombe. C'est juste le souffle. D'accord? Donc avec ça, on ne détruit pas Paris, on ne réalise pas ce qu'il y a dans le premier chapitre de votre livre avec ça. Mais il y a du dioxyde de plutonium à l'intérieur quand même. Ça c'est la deuxième chose. Il y a peut-être un petit arrondissement qui saute quand même. Personnellement, le 13e, peut-être un petit arrondissement. Celui de Toubon. Mais encore une fois... Ça va tomber sur chance. C'est le 13e. C'est celui de Toubon. J'évite aussi. Jacques revient, ils sont devenus fous. Philippe, continuez. Alors, maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que ça contient? Alors, moi, personnellement, j'en sais rien exactement. Qui est une pile avec du dioxyde de plutonium dedans, comme il y en a dans la plupart des sondes spatiales qui ont été lancées, c'est possible. Ce n'est néanmoins pas sûr, parce qu'on met des piles au dioxyde de plutonium pour les sondes spatiales qui vont très loin de la Terre et très loin du Soleil. Celle de Huygens-Cassini en a, par exemple. Oui. Mais comme Voyageur en avait, comme Galileo en avait, parce qu'elles ne peuvent pas se servir de panneaux solaires, elles sont trop loin du Soleil. D'accord. C'est pour ça. Mir est autour de la Terre, donc peut-être il a des grands panneaux solaires, peut-être qu'ils suffisent. Il y a peut-être du dioxyde de plutonium, je ne le sais pas. Bon. Prétendre ensuite qu'il y a une ogive nucléaire dessus, alors là, ça devient
carrément gros. C'est une vision que j'ai eue. Non, mais d'accord. Enfin, vous en parlez comme d'une hypothèse, page 106 de votre bouquin. À partir de la page 107, c'est une certitude. Bon. Alors évidemment, s'il y a une vision. Oui, d'accord. Donc je peux rien dire dessus. Un chercheur du CNRS me dit il y a du plutonium dedans. Ah oui, mais je lui fais confiance. C'est pas la même chose. C'est pas une ogive. Moi, j'ai vu une ogive. Peut-être du dioxyde de plutonium. Vous avez vu une ogive. Moi, je pense que comme il y a 7 Américains qui ont été récemment sur Mir, pas une endive. Des fois, ils auraient eu du mal quand même. Ils ont caché la bombe dans un petit recoin. Encore une fois, c'est possible, mais tout ça est très improbable. Donc on rajoute de l'improbable à l'improbable. Et ça donne quand même. Mir n'existe pas. Si, c'est du terme de probable, c'est virtuel. Il dit Mir existe, il y a du dioxyde de plutonium, il n'y a peut-être pas une bombe atomique. L'improbable, c'est que ça tombe à l'endroit. Du temps de M. Brejnev, il n'allait pas s'amuser à lancer un satellite comme ça pour le plaisir. C'est à l'époque, tous les gestes de l'URSS, c'était pour châtier le grand ennemi. Et donc, il mettait d'où la guerre des étoiles. De la guerre des étoiles. Il y a eu plein de vols depuis aller-retour. Bon, alors maintenant, c'est clair. Vous êtes jésuite ou scientifique? Scientifique. Parce que les jésuites parlent exactement comme vous. Hein. Bah, c'est possible. C'est hallucinant. Hein. Vous êtes un défroqué ou quoi? Non, pas du tout. Ah, il veut vendre un pantalon. Ouais. Très juste. Bon, Alain Gillot-Pétré. Alain Gillot-Pétré. Alors moi, je vais essayer de penser aux téléspectateurs qui nous regardent et qui ne doivent pas comprendre grand-chose à tout ça. Si, ils comprennent. Bon, moi, je dirais tout d'abord, j'essaierai de dire tout d'abord, en 999, après Jésus-Christ, donc, après sa naissance, il y avait... La de l'an 2000 n'existait pas. Une invention de monsieur Attendez, Gensu, monsieur Rabatsou, je vous en prie. Excusez-moi, monsieur. Laissez-moi finir, vous allez rire. Vous allez sourire. Vous allez sourire. Qu'est-ce qui s'est passé en 990? Eh bien, il s'est passé à Lyon qu'on annonçait la fin du monde. C'est pas vrai. Si, laissez-moi finir, monsieur Grabat, ne soyez pas impoli. J'ai étudié ça aussi avec des amis archivistes. Monsieur, on annonçait la fin du monde qui commencerait par un déluge. Et l'archevêque de Lyon, voyant que ça posait du trouble dans les esprits, est monté en chaire dans la cathédrale de Lyon et a dit « Après avoir interrogé le Très-Haut, la date de la fin du monde est reportée à une date ultérieure. » Voyez bien, ça ne méritait pas. C'est peut-être faux, mais c'est vachement drôle, dis donc. Complètement inventé, parce que ça a été inventé, la peur du millénarisme a été inventée au 19e siècle par les romantiques, crénom d'un chien. Mes amis archivistes ont étudié ça, il n'y a jamais eu de peur dans 2000 d'abord pour une simple raison. De l'an 1000. Qu'à l'époque, les gens étaient complètement illettrés, qui n'avaient aucune... ils savaient uniquement qu'ils étaient sous le règne de tel roi. Ils ne savaient même pas ni le jour ni l'heure où ils étaient. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est la vision des gens du 19e pour le mépris des gens du Moyen-Âge qui étaient plus cultivés et plus éclairés que les gens d'aujourd'hui. Car le Moyen-Âge est aujourd'hui, monsieur Gillot-Pétré. Ne vous énervez pas contre moi, je suis basque. Et je suis basque et j'ai le feu à l'intérieur. Et moi, j'ai eu des visions. Il nous met le feu. Il nous met le feu. Il nous met le feu. Eh ben, on n'a pas eu un bambin partout bon. Mais on a dit... Ah, quand je dis comme on organe, monsieur, c'est quelque chose. On va danser. C'est la fin. C'est la fin du monde. Il y a Astrid, on va danser. C'est la fin du monde. Il nous met le feu. De la comète planète de Ferrara. On s'en fout de la comète. C'est Ferreira. Bon, alors maintenant, je voudrais dire quelque chose. Non, mais attendez, on va faire. Je voudrais dire quelque chose. Un mot, Philippe. Madame Tessier. Voilà. Elle est très jolie. Attention, un mot. Dans les années qui viennent, tous ici, nous aurons des problèmes d'argent. Oui. Nous aurons. Laissez-moi finir, je vous en prie. Nous aurons des problèmes personnels, de santé. Nous aurons des problèmes avec notre patron. Nous aurons des problèmes de boulot. Pas au même moment. Pas au même moment peut-être, mais de toute façon, on n'annonce rien qui ne soit prédictible. L'astrologie est en fait la possibilité pour certaines personnes d'annoncer aux autres ce qui ne peut pas ne pas leur arriver. Et c'était l'idée que je voulais vous donner. Et c'est l'idée que je voulais vous dire, madame, et que si ça fait du bien à certaines personnes, eh bien, si c'est une psychothérapie, je suis relativement pour, parce que ça, effectivement, ça peut faire du bien. Maintenant, d'un point de vue scientifique, ça n'existe pas. Voyez-vous, madame,
il y a une grande différence qu'il y a entre vous et nous, pas M. Rabanne. C'est que vous défendez votre beefsteak, mais nous défendons la vérité. Mais nous, c'est gratuit. Oh, comme c'est joli, ça. Une insulte, ça finit avec une insulte. Philippe Zarka. Elle n'a pas le droit de dire ça, elle est végétarienne. Exact. En plus, c'est vrai. Philippe Zarka. Un mot pour finir. La prévision d'Elisabeth Tessier à propos de Cassini, qui, elle, si c'est possible, est encore plus fausse que ce qu'a écrit. Donc vous, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est quand même le but de ce plateau. Mais déjà, il y a eu une erreur d'une semaine dans la date. Cassini va passer près de la Terre le 18 août, pas le 11. Vous avez écrit le 11. Vous avez écrit le 11. Bon, merci à tous. Alors, Yvan Le Bolloc, merci d'avoir été avec nous ce soir. Donc, vous tournez un film qui s'appelle On fait comme on a dit, de Philippe Béranger, avec Atmen Kelly, Gilbert Melki, Gad Elmaleh et Sophie Guillemin, qu'on a découvert dans L'ennui de Cédric Kahn. Ouais, alors donc je fais la promo super en avance. Oui, pourquoi? Parce que ça va sortir a priori au mois d'octobre-novembre. Oui. Donc j'ai commencé de faire j'ai décidé de faire la promo super tôt, quoi. Oui, voilà. Là, vous êtes... Donc le film, alors on le dit... De toute façon, il sortira pas. Oui. Bah oui, le 11 août, ça va être terrible. Le 11 août, c'est foutu. Si, en province. Ça s'appelle On fait comme on a dit. Et à part ça, on peut vous retrouver dans l'émission de notre ami Laurent Ruquier 2 fois par semaine, de 11h à 12h45. Dès lundi, d'ailleurs. Dès lundi, avec 2 millions d'auditeurs. C'est énorme. Il ne faut pas me regarder comme ça, c'est énorme. C'est tout le monde, c'est vous et c'est toute la bande. Mais je propose d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait organiser la suite du débat dans l'émission. Bah oui, je vous propose de continuer. Pas avec les mêmes, d'accord. On prendra Sophie d'avant, vous serez tranquille. Je cherche pas forcément la tranquillité. Très bien. Je trouve qu'il ne faut pas mélanger les genres. Bon, alors Astrid, après vous avoir vu dans Extrême Limite sur TF1, Groupe de nuit, Bœuf Carotte, Cordier jugé flic, Highlander, Sous le soleil. Donc je l'ai dit plusieurs fois durant cette émission, le 7 juin, tout ça vous tombez bien, c'est avant le 11 août. C'est avant le 11 août. Soyez tous devant vos télé. La femme du boulanger sur France 3, d'après bien évidemment Marcel Pagnol, réalisé par Nicolas Rybowski. Alors juste une question. Et aux côtés de Roger Hanin. Voilà, alors quand Roger Hanin évidemment reprend le rôle de Rému, et quand Roger Hanin vous a choisi, parce qu'il y a eu un casting, il vous a dit, pourriez-vous tomber amoureuse d'un homme comme moi? C'est pas une façon de vous draguer, ça? Non, pas du tout. Je pense qu'on avait décidé de jouer la scène. Enfin, il avait une idée bien précise d'Aurélie. Et il fallait qu'Aurélie soit sincère. Et c'est vrai que quand j'ai vu Roger Hanin, il y a automatiquement, si ce n'est de l'amour, une affection et une grande admiration pour cet homme-là. Et je lui ai répondu spontanément oui. Vous pourriez être amoureuse de Roger Hanin? Je pense qu'on peut avoir on peut être attaché à un homme. Voilà. Il y a Robert Hue aussi. Il y a Robert Hue. Dites-moi, oui, Hanin. Tout ça dans le sens du film, mais évidemment. Quoi. Bien. J'ai lu dans couverture d'un journal, l'autre jour, vous disiez « Je fais peur aux hommes ». Je fais peur aux hommes. Je suis quelqu'un de trop excessif, de trop... toujours trop passionné, etc. Ouais. Et c'est vrai que ça peut faire peur aux hommes et faire peur aux femmes. Ça, c'est la presse qui s'empare. Moi, j'ai passé la soirée avec vous, mais pas fait peur du tout. C'est vrai. Je trouve que vos yeux, mental l'autre, sont sublimes. Ben, je vous remercie. On a bien une paille. Merci Astrid Veillon, merci Yvan Le Bolloc. Merci Elisabeth Tessier. Je rappelle le titre de votre livre, donc « Le passage de tous les dangers » chez Robert Laffont. On va l'offrir à Gillot. On va l'offrir à Gillot, voilà. Ensuite, on va faire... Allez, tiens, on le partage. D'accord, Rabanne, merci. Le feu du ciel, donc 1999, le feu du ciel. Ça, c'est chez Michel Laffont. Je vous le donne? Oui, j'espère qu'on va se revoir après le 18 août pour l'échec des prévisions. Bah oui, bien sûr. Bah, il a dit qu'il... on va réinviter Paco Rabanne après le 11 août parce qu'il a dit qu'il fermera sa gueule. Voilà. En tout cas, par prudence, je me tire. Bien. Je vous jure, je ferme ma gueule plus à tout jamais. Et je vous dis donc rendez-vous le 5 juin sur France 2 à 23h15. Peut-être. C'était Tout le monde en parle.